Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait L'Appel de la forêt de Jack London. C'est le troisième et dernier épisode sur ce roman. Ce soir, nous lirons les chapitres 6 et 7 pour terminer la lecture. Et donc, si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, vous connaissez la chanson. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description de la vidéo des timecodes vous permettant de passer l'introduction que je m'apprête à faire et vous permettant de passer également la pause que j'effectuerai dans ma lecture plus tard dans le live et ainsi passer directement au chapitre 6 et 7 comme bon vous semble. Voilou. On commence donc comme d'habitude avec 10-15 minutes de parlotte avec vous chers amis. J'ai quelques petites infos à vous communiquer. Disons que comment dire, en ce moment, les choses s'organisent, les choses se décantent petit à petit, et il y a des idées que j'ai de ci de là qui commencent à se concrétiser de plus en plus ou à se cristalliser dans mon esprit, et je commence de plus en plus à avoir comment dire, des certitudes, des envies claires, des schémas qui s'organisent, où je sais que je vais pouvoir faire telle ou telle chose. Et en ce moment, comme je le disais précédemment d'ailleurs, il me semble, j'ai un peu envie de passer la chaîne à la version 3.0 si on peut dire. Je considère que grosso modo, il y a eu deux grosses versions de Planétéo. Au tout début où c'était vraiment à l'arrache, avec une scène pas forcément très organisée, pas très jolie, etc. Maintenant, j'ai rajouté des jolies images, des jolis overlays, etc. etc. Des jolis logos, des jolies photos pour les réseaux et ainsi de suite. Maintenant, j'ai envie de passer encore un cran, j'ai envie d'encore évoluer. Ça va passer par une évolution, je l'espère, de la qualité des lives. C'est-à-dire que en ce moment, je réfléchis beaucoup à m'acheter une caméra. Donc une meilleure webcam parce que je trouve que c'est un peu ce qui pêche en ce moment sur les vidéos. Potentiellement un système de lumière si j'arrive à trouver quelque chose qui convient parce que là je m'éclaire avec les lumières de chez moi et c'est un petit peu aléatoire. On le voit notamment lors des lives de jour où selon le soleil on me voit ou pas du tout. C'est assez terrible. Et sinon, en troisième point, on va dire matériel, point technique si je puis dire, j'aimerais aussi me fournir d'un deuxième écran, ça serait vraiment vraiment pratique, étant donné que je ne suis qu'avec un écran, et vous le voyez par exemple sur les lives de gaming, où ça a été le cas sur les lives d'illustration à une époque, c'est très compliqué à gérer parce que j'ai le chat du coup sur portable lors de ces lives. Et c'est beaucoup plus compliqué à gérer, il faut être sûr que mon réseau téléphonique ne saute pas. C'est même dans l'attention, c'est compliqué parce que je dois baisser les yeux sur mon écran, éventuellement faire défiler mon écran de téléphone, enfin bon bref. C'est un petit peu plus bordélique, un petit peu plus laborieux on va dire. Donc je pense que ce serait vraiment pratique, ne serait-ce que pour séparer le live, le chat, éventuellement l'activité que je suis en train de faire si c'est un jeu vidéo. Si c'est un jeu vidéo, c'est bizarre à dire ça. J'ai tellement l'habitude de troller en disant un jeu vidéo. Bref, si c'est un jeu vidéo, si c'est une illustration, un logiciel de dessin, etc. Et du coup, ça m'amène à, entre guillemets, la suite logique de cette version 3.0, si je puis dire, de Planétéo que j'aimerais amener dans les temps à venir. J'en ai parlé tout à l'heure sur Twitter, sur Discord, pardon. N'hésitez pas à nous y rejoindre. J'en ai parlé un petit peu avec certaines personnes de mes viewers et apparemment ça avait l'air de vous botter. Je pense que la programmation, je trouve pas d'autre terme, la programmation des lives sur la chaîne Twitch Planétéo risque de grossir de manière conséquente dans les temps à venir. Le truc c'est que en ce moment je suis en train d'un petit peu m'organiser justement et voir comment je peux faire les choses, etc. Et puis aussi, je vais pas mentir, justement, j'étais censé avoir une sorte de pause des lives avant le confinement. Et du coup, vu qu'il y a le confinement, j'ai dit bon bah tant pis, je vais continuer les lives à fond. Ce qui fait que là j'arrive un petit peu en fin de vie, genre l'abus total. Non mais disons que là je commence
à être un petit peu éreinté, entre guillemets, si je puis dire. Bon, j'exagère, en vrai, ça va, mais voilà, j'arrive à la fin d'un cycle et j'aimerais bien prendre une bonne semaine de pause avant de revenir plus fort. Et donc voilà, j'attends un petit peu que tout se décante, que tout s'organise. Je laisse les choses venir naturellement et c'est une chose que j'aime bien faire même dans ma manière de travailler globalement, par exemple sur mes écrits, sur mes nouvelles, sur mes romans, etc. C'est un truc que je fais beaucoup. Euh, c'est de d'avoir une idée, de la laisser dans un coin de mon esprit et de la laisser mijoter pendant des mois, des années. Et en fait, naturellement, je garde que le meilleur. Et enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est une méthode qui fonctionne pour moi. Euh, j'ai l'impression d'évacuer ce qui est pas nécessaire, de garder le meilleur, de garder les meilleures idées, d'organiser tout et aussi de permettre en un sens le déclic. C'est-à-dire que c'est comme si je terraformais un terrain propice à l'éclosion de ces idées, de ces concepts, etc. Et du coup, voilà, en les laissant comme ça dans mon cerveau, elles mûrissent, elles germent, et un jour, tout vient d'un coup, et tout est logique, tout est organisé, tout est en place, si je puis dire. Donc voilà, c'est un petit peu le processus par lequel je suis en train de passer en ce moment, et je pense que le terme de cela sera que il y aura du contenu exclusif à la chaîne Twitch. Je m'explique, c'est-à-dire que je pense bientôt faire beaucoup plus de live, certainement beaucoup de live de jour du coup, enfin en journée, sachant que ce serait des lives beaucoup plus chill, beaucoup plus aussi comment dire, moins structurés peut-être. C'est-à-dire que là, voilà, vous savez, les lectures à chaque fois, c'est l'introduction, une partie de lecture, une pause, une partie de lecture, et ainsi de suite. Même les lives de découverte de l'univers de League of Legends, voilà, il y a des points très précis comment dire, qui clôturent la piste, c'est pas le terme que je voulais dire, mais qui marquent la piste, je trouve plus le terme, c'est terrible, mais voilà, qui jonche l'émission de repères pour moi. Euh, donc voilà, ça c'est ce que j'appelle des émissions un petit peu structurées, on va dire. Et là, ça serait plus des lives tranquilles, peut-être même où je ne parlerai pas forcément beaucoup et où je serai plus focus dans mon activité, ou avec de la musique en fond, où je me réserve le droit de garder des énormes silences et puis juste vous passer le coucou ou parler une fois de temps en temps quand j'en ai l'envie, quoi. Mais voilà, de pas avoir cette, on va dire, obligation d'animer le live, et ce qui est tout à fait logique, hein, je veux dire, dans les lives que je fais habituellement, si je n'animais pas les lives de lecture, si je n'animais pas les lives, ça me rappelle une histoire, les lives de découverte sur l'univers de League of Legends et ainsi de suite, ça n'aurait pas de sens, puisque le live est un concept à part entière, alors que là, justement, ça serait peut-être faire des lives un petit peu moins conceptuels, mais qui permettent un peu plus de latitude, on va dire. Parmi ceux-ci, je pense notamment justement reprendre les illustrations pour mes jeux de société, parce que c'est quelque chose que j'ai mis de côté depuis pas mal de temps parce que je trouve plus le temps forcément. Et du coup, je me dis de faire ça en live, ça ferait aussi une motivation supplémentaire en plus. Donc ça serait pas mal, je pense. Et encore une fois, c'est un truc que j'apprécie aussi, c'est que, comment dire, chaque projet se nourrit l'un l'autre, c'est-à-dire que parfois il y a des gens qui vont me découvrir sur Twitch et qui vont se rendre compte que j'ai une chaîne YouTube, et du coup ça va les amener à apprécier d'autres de mes contenus, et inversement. Parfois il y a des gens qui arrivent pour du gaming et puis au final ils vont dire ah bah tiens il fait de la lecture, je kiffe, ou inversement. Donc voilà, il y a aussi cette idée-là entre guillemets de connecter les univers, si je puis dire. Euh, et du coup, voilà, bah, peut-être que ça peut vous plaire. Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, ça sera du contenu que je pourrais vous proposer en plus, entre guillemets. Euh, donc voilà, je pense notamment à l'illustration pour mes jeux de société, ou de l'illustration de manière plus générale, potentiellement. Je pense également à des lives de
tout autre type, je sais que j'en parlais récemment aussi, par exemple, de revisionner ma web série que j'ai tournée il y a de cela bien 4-5 ans. Et bah, peut-être un petit peu vous en faire le commentaire, vous expliquer comment ça a été tourné, dans quelles conditions, avec quels moyens, etc. Enfin bref, ça peut être peut-être un peu rigolo. Surtout que moi je l'ai pas vu depuis le moment où je l'ai sorti, donc ouais, ça serait une redécouverte pour moi. Et ça me ferait bien marrer. Je pense. Et sinon, oui, je pensais également à des lives de musique, vous savez. Notamment, je vous parle de lives de mini-concerts depuis extrêmement longtemps. Et c'est malheureusement très long à venir parce que bah, j'ai du mal, en fait, hein, tout simplement. Je vais pas mentir, j'ai des difficultés. Je trouve ça très compliqué de chanter et en même temps jouer de la guitare et faire les deux de manière suffisamment correcte pour que je me dise, bon, bah, let's go, je vais en live. Je trouve ça très compliqué, mais c'est quelque chose que je veux à tout prix faire. Et dans cette même logique euh, bah de travailler entre guillemets mes autres projets aussi en live et de vous en montrer un petit peu comme des sortes de... C'est ce que je disais tout à l'heure sur Discord, un peu comme des sortes de making-of directement en live. C'est-à-dire que d'habitude je vous montre le résultat d'un processus. Et est-ce que ça pourrait ne pas être intéressant parfois de vous montrer aussi le processus? Je pense que ça peut être le cas sur certains projets. Donc admettons peut-être, voilà, je prends ma guitare, je prends ma basse ou ma voix et mes cordes vocales, et puis je prends une chanson et je dis bon bah voilà, aujourd'hui j'apprends telle chanson, et je me mets en live et je galère sa mère, et vous me voyez galérer sa mère, et j'essaie d'apprendre une chanson à donf. Enfin voilà, je pense à tout ce genre de choses en ce moment, et je pense que ça pourrait être une évolution sympathique de la chaîne, comme je le disais du coup avec du contenu spécifique à Twitch que je ne remettrai pas forcément en rediffusion sur YouTube, parce que bah, je trouve que justement sur YouTube, les émissions structurées ont davantage leur place entre guillemets, et aussi bah, parce que je sais que moi personnellement, j'aime pas forcément être spammé, même par les gens que j'adore, que j'idolâtre. J'aime pas être spammé non plus. Donc, j'aime bien pouvoir venir à l'information, mais ne pas être noyé dans l'information. Donc là, du coup, bah voilà, ceux qui vraiment surkiffent tout ce que je fais, etc., etc., tout sera disponible sur Twitch pour toujours. Mais sur YouTube, vous trouverez vraiment les émissions plus structurées, plus bossées, etc., etc. Bon, bref. C'est un peu l'idée du truc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vois que Jumpy et les couteaux portes, ça a l'air de vous plaire. D'ailleurs, bonsoir à toutes les deux, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir. Et je vois que, bah voilà, encore une fois, Jumpy, les couteaux portes, ou les gens avec qui j'ai pu en discuter tout à l'heure sur Discord, j'ai vu que bah, c'était plutôt des bonnes réactions qui me venaient quand j'annonçais ça, donc ça fait plaisir, et merci de me pousser vers l'avant comme ça. Je pense que c'est vraiment ce à quoi est vouée la chaîne dans les semaines, mois à venir. Voilà, voilou. Je vous invite, tous ceux qui regardent le live, à vous installer bien agréablement, que vous regardiez la rediffusion aussi d'ailleurs, à prendre à boire, à manger, courage dans les occupations que vous avez en ce moment, et puis l'occupation que vous allez faire coïncidemment au fait de m'écouter. Santé à tous. J'ai l'impression que ça va être laborieux ce soir, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je vais me perdre beaucoup dans mes paroles et que je vais galérer à lire. Il y a des trucs comme ça, j'en parle souvent, mais il y a des jours avec et des jours sans. Et là, je sens qu'il y a un truc bizarre. Je sais pas le décrire. Du coup, Jumpy, j'en profite. Jumpy, nouvellement modératrice de la chaîne, s'il vous plaît, respect pour Jumpy. J'en profite pour te dire, je sais pas si tu as vu ça sur Twitch, mais il y a un nouvel affichage spécialement pour les spécialement pour les modérateurs. Donc Jumpy, si tu fais la petite épée normalement qui est en bas à droite du chat, ça t'amène sur l'affichage modérateur qui te permet normalement de beaucoup plus facilement voir qui a été ban, voir toutes les options de modération grosso modo de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus organisée. Je trouvais plus le mot mise dans des cases quoi, enfin voilà, bref, c'est plus ergonomique normalement. Donc voilà, je te mets au courant.
C'est une nouveauté de Twitch, pourquoi pas. Twitch qui en ce moment, ouais, dégueule de nouveautés. J'ai hâte que la possibilité de mettre un programme n'arrive, puisque comme ça, tous les lundis, je pourrais vous mettre le programme précis de la semaine pour, directement sur la chaîne Twitch, ce que je trouve très muy caliente, genre le mec qui dit des mots qui n'ont aucun sens. Bref, je pense avoir tout dit. Dernière toute petite indication avant qu'on entame la lecture. On en parlait la dernière fois, notamment avec Zikael lors du live sur Sea of Thieves, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas de commande sur ma chaîne avec Wizbot, avec Wisebot, je pense qu'on devrait dire Wise d'ailleurs. À part les commandes lors de l'émission, ça me rappelle une histoire qui a lieu demain sur le thème horreur, soyez là. Mais du coup, Zikael a eu la bonne idée de proposer une commande que je me suis empressé de faire tout à l'heure parce que c'est tout à fait legit. Donc, si vous avez d'autres commandes, alors je vous avoue que je suis pas fan des commandes, donc vraiment mon but premier c'est qu'elles soient utiles. Donc, si vous avez des suggestions de commandes utiles, éventuellement fun, mais je suis plutôt pour l'utile sur les commandes parce que sinon j'ai bien peur que ça parte très vite en sgeg et qu'il y en ait partout et que ça veut rien dire. Mais si vous avez des suggestions de commandes utiles, n'hésitez pas à me les faire. En tout cas, sachez qu'une nouvelle commande fait son apparition et du coup sera disponible constamment sur les lives, contrairement à celle qui est point d'exclamation explique-moi, qui est simplement disponible lors des soirées. Ça me rappelle une histoire pour expliquer le concept de l'émission. Et bien maintenant, nouvelle commande qui est donc point d'exclamation RS pour réseaux sociaux. Et quand vous le faites dans le chat, c'est magique, ça vous fait popper 3 messages avec le lien du Discord, le lien du Twitter et le lien du Facebook, qui, je le rappelle, sont les 3 endroits où je vous mets constamment au courant de la sortie des rediffusions et de la survenue d'un live. Donc voilà, c'est vraiment une chose que je répète de plus en plus ces temps-ci parce que j'aime pas vous spammer avec ce genre de choses et j'aime pas faire la pub, c'est vraiment genre les trucs que je déteste et que... Enfin bon bref. Mais le truc c'est que malheureusement c'est utile. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que la chaîne va se développer, c'est ce qui fait que je suis plus visible et ainsi de suite. Bref. Donc voilà, je vous répète que si vous voulez être au courant de toutes les informations, le mieux c'est Discord, Twitter et Facebook. Et maintenant vous avez à la fois les liens sous le live sur Twitch, dans la description des vidéos sur YouTube, et vous pouvez l'avoir même du coup maintenant dans le chat Twitch avec la commande point d'exclamation RS. Donc voilà, n'hésitez pas, Jumpy notamment, maintenant que tu es modératrice, n'hésitez surtout pas s'il y a des gens dans le chat qui sont en mode ah mais j'ai pas le lien, où est-ce que c'est pour rejoindre le Discord, etc. Paf, commande, et c'est fait. Et du coup, Jumpy, je suis pour la commande album. Ah, oui, proposition de Zikael intéressante. Une commande album pour dire quand est-ce que je sortirai mon album. Malheureusement, j'avais dit quand même que je sortirais une nouvelle chanson avant fin janvier. On arrive en avril. Bon, voilà. Voilà. J'ai beaucoup de mal, je suis désolé. Mais j'aimerais vraiment retravailler sur l'album et j'aimerais vraiment vous reproposer de nouvelles chansons prochainement. J'espère que ça arrivera soon. Sur ce, j'ai fait une intro extrêmement trop longue, comme d'habitude, vous le savez. On va se lancer sur la lecture sans plus attendre. Et après toutes les péripéties un peu crues, un peu rudes qu'a traversé notre cher chien Buck, nous le retrouvons dorénavant avec John Fortune, un espèce de vieillard un petit peu blessé comme ça au milieu de la toundra, si je dis pas de conneries. Donc ça va être, je suppose, la suite de cette rencontre après que Buck, que Fortune se soit battu avec les anciens propriétaires de Buck pour ne pas qu'ils le maltraitent, etc. Donc peut-être enfin un peu de douceur, un peu de tendresse dans la suite de cette œuvre. J'espère, surtout qu'on arrive vers la fin. J'espère, ce serait cool, un petit revirement comme ça,
d'un texte qui était plutôt très sauvage, très brut, très objectif, très détaché, que d'un seul coup il y a un revirement un petit peu sentimental, un petit peu romantique. À voir, à voir, à voir, je sais pas du tout où ça va nous mener. Mais en tout cas, nous allons le découvrir sans plus attendre, puisque je vous lis le chapitre 6, Pour l'amour d'un homme, tout de suite. Il fait 20 pages, donc je pense vous revenir d'ici une bonne trentaine de minutes dans le chat. Et je vais vous souhaiter à tous la bonne écoute. Bonne écoute Jumpy, bonne écoute l'écoute aux portes, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour la pause. Chapitre 6. Pour l'amour d'un homme. Quand John Fortune avait souffert d'engelure au pied, en décembre de l'année précédente, ses coéquipiers lui avaient trouvé un endroit confortable, où ils l'avaient laissé se remettre d'aplomb, poursuivant quant à eux leur chemin vers l'amont pour aller chercher un radeau de rondins qu'il flotterait jusqu'à Dawson. Fortune boitillait encore au moment où il secourut Buck, mais le beau temps qui persistait finit par avoir raison de sa légère claudication. Et là, couché au bord du fleuve durant les longues journées de printemps, contemplant la course des flots, prêtant une oreille paresseuse au chant des oiseaux et au bourdonnement de la nature, Buck recouvra progressivement toutes ses forces. Prendre du repos est une bénédiction après 3000 miles sur la piste, et il faut avouer que Buck se mit à apprécier l'oisiveté pendant que ses blessures guérissaient, que ses muscles se fortifiaient et que la chair venait de nouveau recouvrir ses os. D'ailleurs, ils paraissaient tous, Buck, John Fortune, Skit et Nig, en attendant que le radeau passe à les prendre pour descendre le fleuve jusqu'à Dawson. Skit était une petite femelle, setter, irlandais, qui s'était dès le début lié d'amitié avec Buck, et celui-ci, à demi-mort, n'avait pas pu repousser ses avances. Elle possédait cet instinct de soigneur qui caractérise certains chiens, et tout comme une chatte lave ses chatons, elle lécha et nettoya les plaies de Buck. Régulièrement, chaque matin après qu'il avait achevé son petit déjeuner, elle exécutait la tâche qu'elle s'était assignée, au point qu'il se mit à réclamer ses soins autant que ceux de Thornton. Nig, tout aussi sociable, bien que moins exubérant, était un énorme chien noir aux yeux rieurs, moitié chien de Saint-Hubert, moitié lévrier écossais, d'une bonne humeur indéfectible. À la surprise de Buck, ses deux compagnons ne manifestaient aucune jalousie envers lui. Ils semblaient partager la bonté d'âme et la largeur d'esprit de John Thornton. À mesure que Buck reprenait des forces, il l'entraînait dans toutes sortes de jeux ridicules, auxquels Thornton lui-même ne pouvait s'empêcher de participer. Et c'est ainsi que Buck récupéra sans effort et entama une nouvelle vie. Pour la première fois, il connaissait l'amour, authentique et passionné. Il n'avait jamais éprouvé ce sentiment chez le juge Miller, dans la vallée baignée de soleil de Santa Clara. Avec les fils du juge, à la chasse ou en promenade, ils formaient une équipe de travail. Avec ses petits-fils, ils exerçaient une tutelle un peu pompeuse, et avec le juge lui-même, ils partageaient une amitié empreinte de cérémonie et de dignité. Mais l'amour fiévreux, l'amour fougueux, l'amour jusqu'à l'adoration et jusqu'à la folie, il lui avait fallu rencontrer John Thornton pour le trouver. Cet homme lui avait sauvé la vie, ce n'était pas rien. En outre, il était le maître idéal. D'autres hommes s'assuraient du bien-être de leurs chiens par sens du devoir et dans l'intérêt de leurs entreprises. Lui, il prenait soin d'eux comme s'il s'agissait de ses propres enfants, parce qu'il était ainsi fait, et qu'il voyait plus loin. Il n'oubliait jamais de leur dire bonjour gentiment, ni de leur adresser un mot d'encouragement, et s'asseoir pour leur faire longuement la conversation, tailler une bavette comme il disait, le raviser autant qu'eux. Il avait une façon de prendre rudement la tête de Buck entre ses mains et de poser sa propre tête sur celle du chien, de le secouer d'avant en arrière en le traitant de tous les noms, ce que Buck voyait comme une preuve d'amour. Buck ne connaissait pas de plus grande joie que cette rude étreinte, et le son de ces noms d'oiseaux murmurés à son oreille, et à chaque secousse, il avait l'impression que son cœur allait s'échapper de sa poitrine tant son extase était intense. Et lorsqu'une fois relâché, il bondissait sur ses pattes, le rire aux lèvres, le regard éloquent, la gorge toute vibrante d'un son qu'il n'émettait pas, et qu'il restait immobile dans cette posture, John Thornton s'exclamait plein de respect. « Bon Dieu, il te manque plus que la parole !» Buck avait une façon d'exprimer son amour qui revenait à infliger la douleur. Souvent, il saisissait la main de Thornton dans sa gueule et serrait si fort que les traces de ses crocs restaient imprimées longtemps dans la chair. Et tout comme Buck comprenait que les vulgarités étaient une marque d'affection,
L'homme savait bien que cette morsure feinte était une caresse. La plupart du temps, cependant, l'amour de Buck ne se manifestait par une adoration sans bornes. Bien que fou de joie à chaque caresse ou à chaque mot de Thornton, il ne recherchait pas ces témoignages. Au contraire de Skit, prompt à fourrer son museau sous la main de son maître et à donner des petits coups répétés pour se faire cajoler, ou de Nig, qui s'avançait d'un pas guindé pour venir poser sa grosse tête sur le genou de Thornton, Buck se contentait d'adorer de loin. Couché des heures durant aux pieds de l'homme, impatient, attentif, il levait les yeux sur lui, scrutait son visage, l'étudiait, suivant avec un vif intérêt la plus fugace expression, le moindre mouvement ou changement de ses traits. Ou alors, selon les circonstances, allongé plus loin, sur le côté ou derrière lui, il observait la forme de cet être humain et ses gestes occasionnels. Et souvent, la communion qui les unissait était si puissante que l'intensité du regard de Buck forçait John Thornton à tourner la tête, et il le contemplait à son tour, sans un mot, ses yeux luisants du même amour qui brillait dans ceux de Buck. Longtemps après que Thornton l'eut sauvé, Buck ne pouvait supporter de le perdre de vue. De son départ de la tente à son retour, il le suivait. Depuis qu'il était arrivé dans le Grand Nord, la succession de maîtres temporaires avait instillé en lui la peur qu'aucun maître ne pût durer éternellement. Il craignait que Thornton disparût de sa vie, comme Perrault et François, ou bien l'Indien écossais. Même la nuit dans ses rêves, cette crainte le hantait. Alors il se forçait à sortir du sommeil et s'avançait doucement dans la froidure jusqu'à l'auvent de la tente, sous lequel il demeurait pour écouter le souffle de son maître endormi. Malgré ce grand amour qu'il vouait à John Thornton et qui semblait trahir l'influence amollissante de la civilisation, les tendances primitives éveillées en lui par le Grand Nord demeuraient vivaces et actives. La fidélité et la dévotion, sentiments issus des temps du gîte et du couvert, lui appartenaient, et pourtant il n'avait pas perdu sa sauvagerie et sa ruse. C'était une créature du monde sauvage, venue du monde sauvage pour s'asseoir auprès du feu de John Thornton, plutôt qu'un chien des douces terres du Sud, marqué par l'empreinte d'innombrables générations civilisées. En raison de son immense amour, il ne pouvait rien voler à cet homme-ci, mais à un autre, dans n'importe quel autre camp. Il n'hésitait pas un seul instant, et l'habileté avec laquelle il savait chaparder l'empêchait de se faire prendre. Il avait la tête et le corps balafrés par les crocs de nombreux chiens, et se battait avec plus de fougue que jamais, et encore plus d'astuce. Skit et Nig étaient trop bonnes pattes pour lui chercher noise, et puis ils appartenaient à John Thornton. Mais le premier chien inconnu, quelle que fût sa race ou sa bravoure, devait reconnaître la suprématie de Buck, ou se retrouver à lutter pour sa survie contre un terrible adversaire. Et Buck était sans pitié. Il avait bien appris la loi du gourdin et la loi des crocs, et n'abandonnait jamais un avantage ni ne reculait devant un ennemi qu'il avait commencé à entraîner sur le chemin de la mort. Ayant reçu des leçons de Spitz et des meilleurs chiens de combat de la police ou du courrier postal, il savait qu'il n'existait pas de moyen terme. Il fallait être vainqueur ou vaincu. Faire preuve de miséricorde était un signe de faiblesse. La pitié n'existait pas dans la vie primitive. Elle était prise pour de la peur, et une telle méprise impliquait la mort. Tuer ou être tué, manger ou être mangé. Telle était la loi, et à ce commandement venu du fond des temps, il obéissait. Il était plus âgé que le nombre de ses jours et des battements de son cœur. Il reliait le passé au présent, et l'éternité qui le précédait battait en son sein au même rythme majestueux que celui des saisons et des marées. Il demeurait auprès du feu de John Thornton, ce chien au poitrail large, au croc blanc, au pelage fourni. Mais derrière lui se tapissaient les ombres de toutes sortes de chiens, croisés de loups et loups sauvages, qui l'aiguillonnaient, goûtaient la saveur de la chair fraîche dans sa gueule, voulaient étancher leur soif en lapant l'eau avec lui, humer le vent par ses narines, écouter par ses oreilles les bruits de la vie sauvage au cœur des forêts, lui dicter ses humeurs, diriger ses actions, s'allonger pour dormir à ses côtés, et rêver avec lui et au-delà de lui, jusqu'à devenir l'étoffe même de ses rêves. Ces ombres lui adressaient des signes si péremptoires que chaque jour l'humanité et ses exigences disparaissaient toujours un peu plus à ses yeux. Au plus profond du monde sauvage retentissait un appel, et chaque fois qu'il l'entendait, plein d'un palpitant mystère qui l'attirait, il se sentait obligé de se détourner du foyer, et de la terre battue alentour pour s'enfoncer dans la forêt et galoper, sans savoir ni où ni pourquoi. Il ne se posait pas ces questions, l'appel résonnait impérieux au cœur de cette nature sauvage. Mais chaque fois qu'il atteignait le moelleux tapis du sol vierge et l'ombrage vert, l'amour qu'il éprouvait pour John Thornton le ramenait auprès du feu. Seul Thornton l'empêchait de partir. Le reste de l'humanité ne comptait pour rien. Les voyageurs de rencontre pouvaient toujours chanter ses louanges ou le cajoler.
cela ne lui faisait ni chaud ni froid, et si un homme se montrait trop démonstratif, il se levait pour s'éloigner. Lorsque Hans et Pete, les coéquipiers de Thornton, firent enfin leur apparition sur le radeau tant attendu, Buck refusa de remarquer leur présence jusqu'au moment où il apprit qu'ils étaient proches de son maître. Alors il les toléra, non sans indifférence, acceptant leur faveur comme si c'était lui qui leur en faisait une. Comme Thornton, ils étaient bien bâtis, vivaient en harmonie avec la terre, avaient des idées simples et une vision claire. Et avant même d'avoir fait pivoter le radeau dans le puissant courant qui tourbillonne devant la scierie de Dawson, ils avaient compris le comportement de Buck et ne cherchaient pas à établir avec lui une intimité aussi grande que celle qu'ils avaient créée avec Skit et Nig. Pour Thornton, en revanche, son amour semblait croître sans fin. Entre tous les hommes, il était le seul à pouvoir faire porter à Buck un sac sur le dos pendant les expéditions d'été. Rien n'était trop difficile pour le chien, quand c'était Thornton qui le demandait. Un jour, ils s'étaient réapprovisionnés avec l'argent tiré de la vente du bois et avaient quitté Dawson pour remonter jusqu'aux sources de la rivière Tanana. Hommes et chiens étaient assis sur le rebord d'une falaise, qui tombait à pic jusqu'à un soubassement de roches nues, 300 pieds en contrebas. John Thornton se trouvait près du bord, Buck contre son épaule. Un caprice irréfléchi s'empara de Thornton, alors il attira l'attention de Hans et Pete sur l'expérience qu'il avait en tête. « Allez, saute, Buck !» dit-il en accompagnant l'ordre d'un grand geste du bras en direction de l'abîme. La seconde d'après, il rattrapait Buck qui se débattait à l'extrême bord de la falaise, tandis que Hans et Pete le tiraient en arrière pour le mettre en sécurité. « Ça, c'est pas banal, » siffla Pete, une fois l'incident terminé, et les hommes en état de parler. Thornton secoua la tête. « C'est splendide, oui. C'est terrible aussi. Tu sais quoi? Des fois, ça me fait peur. » « J'ai pas envie d'être le type qui lèvera la main sur toi quand ce chien sera dans les parages, » annonça Pete d'un ton sans réplique, en faisant un petit signe de tête en direction de Buck. « Pardieu, moi non plus, » offrit Hans en guise de conclusion. C'est à Circle City qu'avant la fin de l'année, les craintes de Pete se concrétisèrent. Black Burton, un homme à l'âme aussi noire et méchante que son surnom, s'en prenait à un blanc-bec au bar quand Thornton s'interposa entre eux avec son amabilité coutumière. Comme à son habitude, Buck était couché dans un coin, la tête posée sur les pattes, surveillant les moindres gestes de son maître. Burton décocha un direct, sans prévenir. Thornton pivota sur lui-même et se retint de tomber uniquement en agrippant la rampe qui courait le long du comptoir. Les spectateurs n'entendirent ni aboiement, ni jappement, plutôt un cri qui tenait du rugissement, et ils virent le corps de Buck bondir droit à la gorge de Burton. L'homme eut la vie sauve en projetant son bras en avant, mais il tomba à la renverse sous le poids de Buck et atterrit sur le plancher. Buck relâcha les crocs qu'il avait plantés dans la chair du bras et se rua de nouveau pour atteindre le cou. Cette fois-ci, l'homme ne réussit pas à parer complètement l'attaque et eut la gorge déchirée. Alors la foule tomba sur le dos de Buck, et on le conduisit à l'écart. Pendant que le chirurgien examinait la plaie, le chien tournait en rond et grondait de fureur, essayant de s'élancer en avant tout en étant contraint de reculer par une multitude de gourdins hostiles. Un conseil des mineurs fut improvisé, et jugea que le chien avait été provoqué. Buck fut acquitté, mais sa réputation était faite, et à compter de ce jour-là, son nom fut sur toutes les lèvres d'un bout à l'autre de l'Alaska. Plus tard, à l'automne de la même année, il sauva la vie de John Thornton d'une toute autre manière. Les trois compères se servaient d'une fine corde de chanvre pour aider une étroite barque à franchir de dangereux rapides sur la rivière 40 Mile. Progressant sur la berge, Hans et Pete amarraient la proue de l'embarcation d'arbre en arbre, tandis que Thornton restait à bord, s'aidait de la perche pour guider la descente, tout en criant ses directives aux deux autres. Sur la berge, Buck, inquiet et nerveux, avançait à la hauteur de la barque, ne quittant pas son maître des yeux. En un endroit particulièrement difficile, où une barre rocheuse affleurait à la surface de l'eau, Hans largua l'amarre, et, tandis que Thornton poussait sur la perche pour s'élancer dans le courant, il se précipita corde en main afin de retenir la barque dès qu'elle aurait franchi l'obstacle. Ce qu'elle fit, bondissant vers l'aval dans un rapide aussi puissant que la cascade d'un moulin à eau, lorsque Hans arrêta sa course en tirant sur la corde de façon trop brusque. L'embarcation chavira et fut ramenée à l'envers jusqu'au bord, pendant que Thornton, brutalement projeté à l'eau, était emporté par les flots jusqu'aux rapides les plus terribles, véritable déferlement auquel nul nageur ne pouvait survivre. Buck s'était jeté à l'eau instantanément, et 300 yards plus loin, au milieu d'un maelstrom déchaîné,
il parvint à rattraper son maître. Dès qu'il sentit ce dernier lui saisir la queue, Buck se dirigea vers la terre ferme, déployant toute sa splendide force. Mais la progression vers la berge était lente, le mouvement vers l'aval incroyablement rapide. Un rugissement mortel leur parvenait de l'endroit où les courants plus effrénés encore se déchiraient en gerbes sur les rochers hérissés dans le lit de la rivière, tels les dents d'un gigantesque peigne. La force avec laquelle l'eau les aspirait, en s'engouffrant dans l'ultime goulée abrupte, était terrifiante, et Thornton savait que le rivage resterait hors d'atteinte. Il s'écorcha atrocement sur un rocher, rebondit sur un deuxième et en heurta violemment un troisième. Il s'agrippa des deux mains à son sommet glissant, libérant ainsi Buck, et par-dessus le mugissement des remous bouillonnants, il s'écria « Va, Buck, va !» Buck ne parvenait pas à résister, et emporté vers l'aval, il luttait désespérément sans pouvoir regagner de terrain. Lorsqu'il entendit Thornton répéter son injonction, il se dressa à demi hors de l'eau, faisant jaillir sa tête en l'air comme pour jeter un dernier regard, puis reprit docilement la direction de la berge. Il s'y jeta de toutes ses forces et fut tiré à terre par Pete et Hans au moment même où nager devenait impossible et l'anéantissement inévitable. Il savait qu'un homme ne pouvait rester plus de quelques minutes accroché à un rocher glissant, fouetté par un courant pareil. Alors ils escaladèrent la berge à toute vitesse pour atteindre un point surplombant de très haut l'endroit où Thornton luttait. Ils attachèrent autour du cou et des épaules de Buck la corde qui leur avait servi à retenir la barque, prenant bien garde qu'elle ne l'étrangle pas ou ne l'empêche pas de nager. Et ils le jetèrent à l'eau. Il s'élança vigoureusement, mais pas assez droit dans le courant. Il découvrit son erreur trop tard, lorsqu'il se trouva à la hauteur de Thornton, à quelques brasses de distance seulement, avant d'être emporté plus loin sans rien pouvoir faire. Hans s'empressa de tirer sur la corde, comme si Buck était un bateau. Lorsqu'elle se resserra ainsi autour de son corps pris dans les remous, il fut brutalement plongé sous la surface, et il y resta jusqu'à ce qu'il vint heurter la berge et fut tracté hors de l'eau. Il était à demi noyé. Hans et Pete se ruèrent sur lui, en lui assénant de grands coups de poing pour évacuer l'eau et faire entrer l'air. Il se redressa en chancelant et retomba au sol. La voix étouffée de Thornton leur parvint, et même s'il ne distinguait pas ce qu'il disait, il savait qu'il était à bout de force. La voix de son maître fit à Buck l'effet d'un choc électrique. Il bondit sur ses pattes, et partit comme une flèche, sans attendre les deux hommes pour gagner le point d'où il s'était élancé précédemment. On rattacha la corde et jeta Buck à l'eau d'Eurochef, et cette fois-ci, il fila droit dans le courant. Il avait mal calculé son coup la première fois, mais n'allait pas commettre la même erreur à la seconde tentative. Hans dévidait la corde sans lui donner le moindre mou, tandis que Pete l'empêchait de s'en mêler. Buck tint bon jusqu'à se trouver juste au-dessus de Thornton. Alors il bifurqua, et nageant à la vitesse d'un train express, se dirigea droit sur son maître. Celui-ci le vit venir, et au moment précis où Buck le heurta comme un bélier poussé par la force de l'eau vive, il tendit les deux bras et les referma sur le cou hirsute. Hans fit passer la corde autour d'un tronc d'arbre. Buck et Thornton furent engloutis sous l'eau. Étranglés, suffocants, reparaissant chacun leur tour à la surface, traînés sur le fond hérissé de pointes rocheuses, précipités contre les pierres et les morceaux de bois, ils furent tissés sur la berge. Thornton revint à lui, allongé sur le ventre tandis que Hans et Pete le faisaient rouler d'avant en arrière sur un morceau de bois flotté. Son premier regard fut pour Buck. Au-dessus du corps flasque et apparemment sans vie du chien, Nig poussait un hurlement tandis que Skit léchait le museau trempé et les paupières closes. Malgré les multiples contusions dont il souffrait lui-même, Thornton examina attentivement le corps de Buck, enfin ranimé, et découvrit 3 côtes cassées. « C'est décidé, » annonça-t-il. « On va camper ici. » Et c'est ce qu'ils firent, jusqu'à ce que les côtes de Buck fussent réparées et qu'il put reprendre la piste. Cet hiver-là, à Dawson, Buck accomplit un nouvel exploit, peut-être moins héroïque, mais qui grava son nom plus haut encore sur le totem de la renommée en Alaska. Cet exploit fut particulièrement gratifiant pour les 3 compères, car ils avaient besoin de l'équipement qu'il leur procura, leur permettant d'effectuer une expédition dont ils rêvaient depuis longtemps dans l'Est encore vierge, où les mineurs n'avaient pas fait leur apparition. Tout commença par une conversation, au comptoir de l'Eldorado, au cours de laquelle chacun se mit à chanter les louanges de ses chiens préférés. En raison de sa réputation, Buck était la cible de ces hommes, et Thornton fut amené à prendre vaillamment sa défense. Au bout d'une demi-heure, un des buveurs déclara que son chien pouvait faire démarrer un traîneau avec un chargement de 500 livres et partir au pas. Un deuxième fanfaronna en annonçant 600 livres pour son chien, et un troisième monta à 700. « Pah !» fit John Thornton.
Buck peut tirer 1000 livres au démarrage. Et briser la glace des patins et parcourir 100 yards dans le traîneau derrière lui demanda Mathewson, l'un des rois du Bonzona, celui qui s'était vanté des 700 livres. Et briser la glace des patins et parcourir 100 yards en le traînant derrière lui, répéta John Thornton sans se démonter. Dans ce cas, dit Mathewson, lentement et délibérément pour que tout le monde pût l'entendre, j'ai ici 1000 dollars qui assurent le contraire, et les voici. Joignant le geste à la parole, il abattit sur le comptoir un sac de poussière d'or de la taille d'un saucisson de Bologne. Silence total. Le coup de bluff de Thornton, s'il s'agissait bien de cela, était démasqué. Il sentit le sang affluer à son visage. Sa langue l'avait trahi. Il ne savait pas si Buck pouvait faire démarrer 1000 livres. Une demi-tonne. L'énormité de cette masse l'effrayait. Buck avait toute sa confiance, et il s'était souvent dit qu'il devait être capable de tirer une telle charge. Mais jamais jusqu'à présent, il n'avait été confronté à la possibilité qu'il le fît pour de bon, tandis qu'une dizaine de paires d'yeux le fixaient, dans le silence et l'expectative. Et puis, ni lui ni ses deux acolytes ne possédaient 1000 dollars. J'ai justement un traîneau garé dehors, avec 20 sacs de farine de 50 livres chacun, poursuivit Mathewson, sans prendre de gants. Alors ne te laisse pas arrêter par ce détail. Thornton ne répondit pas. Il ne savait que dire. Il jetait des regards à la ronde, de l'air absent d'un homme qui a perdu toute faculté de penser et cherche vaguement des yeux la chose qui la lui rendra. Le visage de Jim O'Brien, roi du mastodon et camarade de longue date, arrêta son regard. Ce fut comme un signal qui sembla le sortir de sa torpeur et l'inciter à faire ce qu'il n'aurait jamais imaginé faire un jour. « Tu peux m'en prêter 1000 » demanda-t-il à mi-voix. « Bien sûr » répondit O'Brien, en laissant tomber un sac bien plein à côté de celui de Mathewson. « Même si je n'ai pas bien grand espoir, John, que l'animal réussisse son coup. » L'Eldorado se vida de ses occupants, qui se précipitèrent dans la rue pour assister à l'épreuve. Toutes les tables furent désertées. Négociants et gardes forestiers sortirent pour connaître l'issue du défi, et parièrent eux aussi. Plusieurs centaines d'hommes, en manteaux et gros gants de fourrure, se rassemblèrent à bonne distance autour du traîneau de Mathewson. Avec sa cargaison de 1000 livres de farine, celui-ci était resté garé quelques heures, et, dans le froid intense, il faisait moins 60 degrés Fahrenheit, les patins étaient collés par le gel à la neige durcie. On pariait à 2 contre 1 que Buck ne parviendrait pas à faire bouger l'ensemble. Une querelle éclata sur le mot démarrer. O'Brien prétendait que le privilège revenait à Thornton de briser la glace pour décoller les patins, laissant à Buck le soin de faire démarrer le traîneau. Mathewson persistait à dire qu'il s'agissait aussi de libérer les patins de l'emprise glacée de la neige. Une majorité de ceux qui avaient assisté au pari initial se déclara en sa faveur, faisant monter la mise à 3 contre 1. Personne d'autre ne misa sur Buck. Aucun membre de l'assistance ne le croyait capable d'un tel exploit. Thornton s'était fait prendre de court par le défi, rongé par le doute, et maintenant qu'il avait le traîneau sous les yeux, qu'il voyait la réalité en face, avec l'habituel attelage de 10 chiens lovés dans la neige à l'avant, la tâche lui paraissait encore plus impossible. Mathewson exultait. « 3 contre 1 » proclama-t-il. « Si tu gagnes à 3 contre 1, Thornton, je te rajoute 1000 au bout. T'en dis quoi ?» Le doute se lisait clairement sur le visage de Thornton, mais son envie d'en découdre était piquée au vif. Cette envie qui fait fi de toutes les enchères, qui ne sait pas reconnaître l'impossible et qui n'écoute rien que la clameur du combat. Il appela Hans et Pete auprès de lui. Leur bourse était bien plate et entre son pécule et celui de ses acolytes, il ne put rassembler que 200 dollars. Leur fortune était au plus bas, et cette somme représentait tout leur capital. Pourtant, ils n'hésitèrent pas une seconde à les miser contre les 600 de Mathewson. On détela les 10 chiens, et Buck, sanglé dans son propre harnais, fut installé devant le traîneau. L'excitation contagieuse l'avait saisi, et il sentait confusément qu'il devait accomplir une prouesse pour John Thornton. Des murmures d'admiration s'élevèrent devant sa splendeur. Il était en parfaite condition physique, sans une once de chair superflue, et ses 150 livres pesaient leur poids de courage et de virilité. Son pelage fourni chatoyait comme de la soie. Sur sa gorge et ses épaules, sa crinière, bien qu'au repos, était en partie ébouriffée et semblait se hérisser à chacun de ses mouvements, comme si un excès de vigueur donnait à chaque poil individuel une vie et une activité propre. Le grand poitrail et les lourdes pattes antérieures n'étaient pas moins bien proportionnés au reste du corps, où les muscles bien arrondis affleuraient visiblement sous la peau. Certains spectateurs les tâtèrent et déclarèrent qu'ils étaient durs comme fer. Alors les enchères redescendirent à 2 contre 1.
Sapristi bégaya un membre de la dernière dynastie, un roi de Skocum Bench. Je vous en offre 800, monsieur, avant même qu'il passe l'épreuve, 800, juste comme ça. Thornton secoua la tête et vint se placer aux côtés de Buck. Interdit de t'approcher de lui, protesta Mathewson. Il doit être libre de ses mouvements et avoir tout l'espace qu'il lui faut. La foule se tut. On entendait seulement la voix des parieurs qui proposaient 2 contre 1, en vain. Tout le monde reconnaissait que Buck était une bête magnifique, mais il trouvait que 20 sacs de 50 livres de farine pesaient trop lourd pour se décider à dénouer les cordons de leur sac d'or. Thornton s'agenouilla auprès de Buck. Il lui prit la tête dans ses 2 mains et posa sa joue contre la sienne. Il ne le secoua pas par jeu, comme à son habitude, ne lui susurra pas de doux mots pleins d'amour vache. Il chuchota à son oreille. « Pour l'amour de moi, Buck. Pour l'amour de moi. » Voilà ce qu'il lui chuchota. Buck émit un gémissement d'impatience contenu. La foule observait la scène avec curiosité. L'affaire devenait mystérieuse. Elle prenait des airs de conjuration. Quand Thornton se redressa, les mâchoires de Buck se refermèrent sur sa main. Il mordit dans la moufle, puis relâcha lentement la pression, comme à regret. C'était là sa réponse, non pas en termes de discours, mais en termes d'amour. Thornton fit un grand pas en arrière. « Allez, Buck !» dit-il. Buck tendit les courroies, puis leur laissa plusieurs pouces de mou. C'est ainsi qu'il avait appris à faire. « J'ai !» cria la voix de Thornton, résonnant dans le silence attentif. Buck tira sur la droite et acheva le mouvement en plongeant vers le sol, ce qui eut pour effet de retendre les courroies et de stopper brutalement l'élan de ses 150 livres de muscles. Le chargement frémit, et un petit craquement sec se fit entendre sous les patins. « Ho !» commanda Thornton. Buck répéta la manœuvre, cette fois-ci vers la gauche. Le craquement résonna plus fort. Le traîneau pivota en faisant crisser les patins qui glissèrent de plusieurs pouces sur le côté. Buck avait réussi à démarrer le traîneau. Les hommes retenaient leur souffle, si concentrés qu'ils n'en avaient pas conscience. « Allez, mush !» L'ordre de Thornton claqua comme un coup de pistolet. Buck se jeta en avant, les courroies se tendirent dans une brusque secousse. Tout son corps était ramassé dans l'effort colossal, les muscles contorsionnés et noués comme des créatures vivantes sous le pelage soyeux. Son vaste poitrail touchait presque terre, sa tête baissée et tendue tandis qu'il patinait follement des 4 fers, ses griffes entaillant la neige compacte en sillons parallèles. Le traîneau oscilla et trembla, puis esquissa un départ. L'une des pattes de Buck dérapa, et un homme poussa un gémissement. Puis l'engin s'ébranla par rapides à-coups successifs, semblait-il, bien qu'il n'arrêtât plus véritablement sa progression. Un demi-pouce, 1 pouce, 2 pouces, les secousses s'espacèrent visiblement, à mesure que le traîneau prenait de la vitesse. Buck lissait le mouvement, jusqu'à ce qu'il se poursuivît sans la moindre interruption. La foule s'étrangla, puis chacun reprit son souffle, sans se rendre compte qu'il avait momentanément cessé de respirer. Thornton trottait derrière le traîneau, encourageant Buck à mots brefs et enjoués. La distance convenue avait été calculée, et à mesure que le chien s'approchait de la pile de rondins matérialisant la ligne d'arrivée, les acclamations s'amplifiaient et une véritable ovation éclata lorsqu'il la dépassa avant de s'arrêter sur l'ordre de son maître. Tous laissaient libre cours à leur joie, y compris Mathewson. Chapeaux et moufles volaient en l'air. Les poignées de main s'échangeaient au hasard, le flot des paroles débordait en un babil incompréhensible. Mais Thornton tomba à genoux auprès de Buck. Sa tête appuyée contre celle du chien, il le secouait vigoureusement. Ceux qui s'étaient précipités l'entendirent invectiver Buck, à un long chapelet d'injures ferventes, d'une voix douce et pleine d'amour. « Tsapristi » bafouilla le roi de Skocum Bench. « Je vous en donne 1000, monsieur, 1000, monsieur, 1200, monsieur !» Thornton se releva, les yeux humides. Les larmes lui coulaient sans retenue le long des joues. « Monsieur, dit-il à l'autre. « Non, monsieur. Allez au diable, monsieur. C'est ce que j'ai de mieux à vous conseiller, monsieur. » Buck saisit la main de Thornton dans sa gueule. L'homme le secoua de plus belle. Les spectateurs, comme mus par un instinct collectif, observèrent tous une distance respectable et n'eurent pas l'indélicatesse d'interrompre la scène. Et c'est la fin du chapitre 6, les amis. Nous marquons une courte pause. C'était si cool. J'ai trop kiffé, perso.
C'était si cool, c'était si cool. Ça change vraiment de ton par rapport au début du roman. Mais ouais, ça prend une tournure vraiment intéressante, je trouve. Bah, comme je le supposais en début de live, euh, il y a enfin du sentiment, enfin du sentiment. Disons, on sort du côté dur, rude, brutal, trop sauvage, entre guillemets, je mets des guillemets à trop, mais voilà, cru, etc. Et là, on va vers toujours quelque chose de cru, mais de l'amour cru. C'est vraiment de l'amour inconditionnel, de l'amour total, de l'adoration, du respect, euh, ouais, de l'honneur, etc. Enfin, il y a plein de jolis sentiments qui se mêlent et même moi qui, bah, comme je l'ai déjà dit lors du premier live de lecture sur cette œuvre, ne suis pas très très fanat des animaux domestiques. Enfin, disons, en général, je m'entends pas très bien avec eux. J'ai rien contre eux, hein, mais c'est juste qu'en général, j'ai pas des très bonnes relations avec les animaux domestiques. Et du coup, c'est des trucs qui me parlent moins aussi. Euh, Bah là, je trouve la relation belle. Là, il y a vraiment quelque chose de. Là, on est dans le sentiment que je m'attendais à trouver sur une œuvre qui parle de nature, d'animaux, une œuvre plutôt très contemplative, etc. Et ouais, là, la relation animal-humain est juste magnifique, je trouve. Euh, Avec deux hommes enfin deux hommes. La preuve, lapsus, je dis homme pour parler de Buck. Mais ouais, avec un homme et un chien hyper charismatiques, enfin, je sais pas. Je trouve que c'est hyper sympa. Il y a vraiment un truc intéressant là-dedans. Ça me fait vraiment penser à, je sais pas, ça pourrait être un film genre western ou j'en sais rien, avec vraiment la relation entre limite un loup et un homme, quoi. Et justement, ces personnages qui puent le charisme, qui puent la classe, dont on sait qu'ils sont si, si droits dans leurs bottes, entre guillemets, que ça devient touchant parce que, enfin, comment dire, ils ont direct notre sympathie parce que voilà, ils ont l'air d'être des gens, encore une fois, je qualifie le chien de gens, quoi. Mais ouais, parce qu'on a l'impression que ce sont des êtres droits, honnêtes, etc., quoi. Donc ouais, je trouve qu'il y a une grosse sympathie qui se dégage et je les aime vraiment beaucoup. Enfin, ce duo, je trouve, fonctionne très très bien. Toutes les manières que Buck a eu de sauver la vie euh, de John Fortune, euh, ouais, comme, enfin voilà, il est redevable à John et il est redevable de belle manière. J'aime beaucoup. Franchement, très sympa ce chapitre. J'ai bien apprécié. Puis là, ouais, tous les exploits racontés, genre ça paraît impossible. Mais le pire, c'est qu'il y a sûrement des choses comme ça qui arrivent avec des animaux IRL. Il y a sûrement des relations, puis même au-delà des relations incroyablement fusionnelles, il y a sûrement aussi des actions comme ça tout à fait extraordinaires d'animaux pour leur maître. Et ouais. Et c'est beau parce que justement, il n'y a presque pas une relation de maître, justement. Il n'y a presque pas une relation, enfin, je trouve. En fait, c'est là où je trouve qu'une relation animal-humain est jolie. C'est, c'est quand presque il n'y a plus le mot maître, en fait. C'est quand ils sont à égalité, quoi. L'écoute aux portes. Un film est sorti en février, mais cela a l'air bof. Un film sur l'appel de la forêt? Parce que ça serait dingue, ça. Ou bien un film avec une relation homme. Enfin oui, homme au sens être humain, quoi. Hmm. Par contre, j'ai vraiment l'impression de ne plus avoir d'air, c'est un truc de fou. Ok, il y a un film L'appel de la forêt qui est sorti en février. Bah je savais pas du tout. Putain, c'est ouf le hasard quand même.
Et le chien est moche. Ok. Putain, c'est marrant ça. Bah, je serais presque curieux d'aller voir. Mais ouais, intéressant. Intéressant, intéressant. Pourtant, je pense vraiment qu'en termes cinématographiques, ça serait pas mon genre d'histoire. Là, j'apprécie parce que c'est en live et j'apprécie parce que c'est un bouquin. Je pense pas que j'aimerais beaucoup en film. Je pense pas que ça soit. Disons, je pense pas que ça soit mon genre ou mon thème de prédilection, quoi. Euh, je voulais dire quelque chose et j'ai zappé. Ouais, j'ai l'impression, bah, comme je le disais en début de live, mais j'ai l'impression d'avoir vraiment du live, du live, oui. J'ai vraiment l'impression d'avoir du mal sur le live de ce soir, pardon. Euh, Sachez que entre deux œuvres, à chaque fois, je fais une pause dans les lives de lecture. Et sachez que donc ce soir, on termine l'appel de la forêt, hein, on le termine là juste après la pause. Donc il y aura bien une pause, mais a priori, ça sera que le live de mardi qui sautera. Et je ne le remplacerai par aucun live, je pense. Comme ça, voilà. J'aurai lundi, mardi pour me faire une petite pause de 2 jours, un petit peu souffler, parce que l'air de rien, je pense que le fait que je manque d'air, etc., constamment ces derniers temps, c'est en partie à cause du live Twitch Things où j'ai peut-être un peu trop gueulé. En partie du fait que j'enchaîne pas mal les lives et des lives de lecture qui font que bah je suis en effort vocal, on va dire, pendant 20-30 minutes, 2 fois à la suite, voire 3 fois parfois. Ça me rappelle une histoire, bah pareil, je suis en improvisation constante et je parle non-stop, j'essaie de pas mettre de blanc. Et aussi bah, les températures qui reviennent très chaudes. Et en ce moment, le temps est si sec, c'est un enfer. J'ai l'impression d'avoir constamment l'appareil vocalistique totalement sec, c'est terrible. D'ailleurs, ouais, pareil, je pense qu'il y a ça aussi qui joue pas mal. Bah, je vous en avais parlé, mais j'ai eu des différentiels de température entre jour et nuit complètement déglingos, même si maintenant ça va un peu mieux la nuit, donc je retombe sur des températures à peu près normales. Mais c'est pas pour ça que je suis guéri, parce que du coup ça m'a bien mis dedans et mon corps il est un peu en PLS. Donc là, ça fait bien une grosse semaine que j'ai le nez bouché, que j'ai une oreille pas très, ouais, pas très efficace, pas à son plein potentiel. Ce qui fait que c'est aussi plus compliqué pour avoir le bon ton, etc. C'est très con, mais je trouve que c'est. Enfin, non, en vrai, c'est pas très con, c'est très logique. C'est tellement lié l'audition au fait de bien lire, de bien acter, entre guillemets, je suppose aussi pour les acteurs, mais de bien chanter aussi. Parce que je sais que. Et c'est ça aussi qui me fait peur, c'est pour ça aussi que j'ai envie de me reposer beaucoup ces temps-ci, notamment les oreilles. C'est que lors de l'été précédent, j'ai fait le pire truc à faire, c'est-à-dire que, en gros, je crois que c'est ça que j'ai fait chez Butro. En gros, j'étais en train de me moucher, si je dis pas de bêtises. J'avais déjà genre le nez bouché, les oreilles bouchées, c'était déjà l'enfer. Et je crois que je me mouchais. Et pendant que je poussais en mouchant, vous savez, vous poussez avec votre cerveau, enfin, avec votre cerveau non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Pendant que je poussais comme ça en me mouchant, euh, je crois que j'ai toussé. Il me semble que c'est ça qui est arrivé. Ouais, je crois que c'est ça qui est arrivé. Je me rappelle plus trop. Mais du coup, ce qui fait que je me bouchais le nez et que j'ai toussé en même temps. Et du coup, ça m'a explosé le tympan. Et si bien que je me suis demandé s'il fallait pas que j'aille à l'hôpital et tout. Enfin, bon, bref. Mais vraiment, j'ai eu une perte de l'audition comme j'ai jamais eu dans ma vie. Et ça m'a fait si peur. Et je me suis dit, putain, je veux jamais perdre l'audition. C'est horrible. Ça m'a fait si peur. Parce que, bah, d'un seul coup, je me suis dit, putain, mais tout ce que j'aime dans la vie implique. Bon, après, c'est facile à dire. Hein, je suppose que n'importe quel sens, plus ou moins, n'importe quel sens, n'importe quelle fonction motrice, etc. Forcément, si tu le perds, bah, ça te fait chier. Mais, euh, mais c'est vrai que l'audition, je me suis dit, putain, mais j'en ai.
c'est tellement ma life d'écouter de la musique et de faire de la musique, c'est con, hein, mais c'est le premier truc auquel je pense. Et ça m'a fait si peur et ça m'a rendu si triste et si parano. Et j'étais en mode putain, je veux pas perdre l'audition. Dites-moi que ça va se résorber, que ça va se guérir parce que je serais dégoûté puissance max. Enfin bon, bref. Et du coup, bah voilà, en ce moment, pareil, j'ai l'impression d'avoir quelques faiblesses à l'oreille. Alors je sais pas si c'est des séquelles de ça ou si c'est juste parce que je suis malade et que du coup la trompe de Stache, c'est le truc qui relie plus ou moins votre nez à votre oreille, si je dis pas de conneries, est bouché, etc., etc. Enfin bon, bref. Toujours est-il que je ne suis pas dans les meilleures conditions récemment pour faire des lectures de qualité Deutsche Qualität. mais bon, j'essaie de faire de mon mieux, j'essaie de tenir. Je m'en rends compte aussi en chant justement, parce que justement je travaille beaucoup mon concept de mini-concert, et du coup je m'entraîne à chanter de plus en plus, etc. Et pareil, depuis 1 ou 2 semaines, je trouve que je chante vraiment mal. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça qui... Il y a un truc dans l'air. Je pense qu'il me faut un petit peu de repos physique, si je puis dire. Pour voilà, laisser tranquille mon oreille. Parce que pareil, en ce moment j'ai fait beaucoup de live où j'avais mon casque et je déteste avoir un casque sur les oreilles, ça c'est un truc de fou. Donc ouais, je pense que voilà, il faut que je fasse attention à mes petites oreilles, attention à mes petites cordes vocales, et puis tout se passera bien. Et du coup, bonsoir Selkia, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir de te voir parmi nous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisé en live. Comment ça va? Et ouais, je ne souhaite que ça se soigne bientôt. Je ne souhaite que cela. Ça va, et toi? Bah ça va bien, merci de demander. Comme je disais, un petit peu fatigué, un petit peu... Pas toujours très motivé, mais je keep up the good work. Et j'essaie de m'astreindre à continuer à avancer, continuer à faire des trucs. Et au maximum avec la bonne humeur et dans les bonnes conditions. Sur ce, j'ai l'impression d'avoir fait durer la pause encore pas mal de temps. Oh, quoique peut-être 10-15 minutes, ça va. Ça va, ça va. On a fait pire. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc je pense qu'on va reprendre la lecture sans plus attendre. Surtout que le chapitre qui nous reste pour ce soir est assez mastoc. Il fait 30 pages en un run. Je me demande vraiment comment cette histoire va se conclure. Parce que pour le coup, elle a pas du tout, je le disais lors du live dernier, elle a pas du tout une structure conventionnelle, je trouve. C'est plus un espèce de grand récit de voyage comme ça. Il n'y a pas vraiment situation initiale, problématique, péripétie, résolution du problème. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est très différent d'une histoire conventionnelle. Alors attendez, je vois dans le chat qu'il y a un truc. Oh. Putain, c'est super bien fait, Automode. Quelqu'un qui a voulu me troller. Très fort. Bon bah toi, je te banne du coup. Quelqu'un qui a voulu me troller. Et Automode qui a parfaitement réagi. Super fort, super fort. Bref, je suis épaté par le fait qu'Automode arrive à trouver ce genre de plaisanterie de mauvais goût de certaines personnes dans le chat, de certains trolls. Putain, c'est bien fait la technologie. Bah merci Automode qui nous a préservé d'un petit con. Donc merci à toi. Bref, sur ce, chers amis, nous allons pouvoir poursuivre avec le chapitre 7 et dernier. Quand résonne l'appel, le fameux appel de la forêt peut-être. D'ailleurs, on a eu un petit avant-goût dans le chapitre qui vient de passer de l'appel que ressentait notre cher Buck. Intéressant. Je me demande comment l'histoire va se clôturer, je vois vraiment pas comment ça peut arriver. Enfin, je vois vraiment pas comment ça va se conclure en fait. Donc je suis vraiment impatient. J'ai rien dû faire, il me vole mon travail. J'avoue, si fort.
Mais on n'est jamais trop pour modérer à chat, c'est bien, c'est cool. Comme ça, s'il y en a un qui voit laisser passer une bourde, qui laisse passer une bourde, les autres sont là pour parer le tout. C'est là où on est fort à être en groupe. Bref. Je vous souhaite à tous une bonne écoute l'écoute aux portes, bonne écoute Jumpy, bonne écoute Selkia, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour l'outro du live, d'ici je pense une bonne quarantaine de minutes cette fois-ci. À tout à l'heure. Chapitre 7. Quand résonne l'appel. Le jour où Buck fit gagner à John Thornton 1600 $ en 5 minutes, il permit à son maître de rembourser un certain nombre de dettes et de partir en expédition vers l'Est, à la recherche d'une fabuleuse mine d'or perdue, dont l'histoire se confondait avec celle du pays. De nombreux hommes l'avaient cherché, bien peu l'avaient trouvé, et plus d'un n'avait jamais repris le chemin du retour. Cette mine perdue était entachée de tragédies et entourée de mystères. Personne ne savait rien de son inventeur. La plus vénérable tradition ne remontait pas jusqu'à lui. Depuis l'origine, il y avait une vieille cabane déglinguée. Des hommes à l'article de la mort lui avaient juré fidélité, ainsi qu'à la mine, dont elle indiquait le site, certifiant leur témoignage à l'aide de pépites valant plus de carats que toutes celles jamais découvertes dans le Grand Nord. Mais aucun homme sur terre n'avait pillé cette cache au trésor, et les morts étaient bel et bien morts. C'est donc en direction de l'Est que John Thornton, Pete et Hans, accompagnés de Buck et d'une demi-douzaine d'autres chiens, mirent le cap sur une piste inconnue, dans l'espoir de réussir là où des hommes et des chiens d'une aussi grande valeur qu'eux avaient échoué. Leur traîneau remonta le Yukon, sur 70 miles. Ils bifurquèrent à gauche pour prendre la rivière Stewart, dépassèrent 2 torrents, le Mayo et le McQuestion, et poursuivirent jusqu'à ce que même le Stewart ne fût plus qu'un ruisseau sinuant entre les sommets jaillissants qui formaient la colonne vertébrale du continent. John Thornton n'exigeait pas grand-chose des hommes, ni de la nature. Il ne craignait pas le monde sauvage. Avec une poignée de sel et un fusil, il pouvait s'enfoncer au cœur de l'indompté et survivre là où il voulait, aussi longtemps qu'il le voulait. Sans aucune hâte, à la façon des Indiens, il chassait pour se nourrir en cours de route, et s'il ne trouvait pas de quoi faire son dîner, toujours tel un Indien, il poursuivait sa route, certain que tôt ou tard la chance finirait par lui sourire. Et ainsi, durant cette longue expédition vers l'Est, la chair fraîche constitua l'ordinaire, munitions et outils représentaient l'essentiel du chargement, et en l'absence de pointeuse, le temps de travail ne connut désormais plus de limite. Pour Buck, c'était un plaisir infini. La chasse, la pêche et l'interminable errance à travers des lieux inconnus. Des semaines durant, chaque jour les voyait progresser sans faiblir. Puis il passait d'autres longues semaines à camper, ici ou là, les chiens paraissaient, les hommes faisaient fondre la glace recouvrant le sol bourbeux, pour ensuite laver la terre et les graviers au fond de leurs pans, répétant l'opération d'innombrables fois à la chaleur du feu. Tantôt la faim les tenaillait, tantôt ils faisaient ripaille, selon l'abondance du gibier et les hasards de la chasse. Vint l'été. Hommes et chiens portèrent le chargement sur leur dos, traversèrent en radeau les eaux bleues des lacs de montagne, descendirent puis remontèrent le cours de rivières inconnues à bord d'étroites barques directement découpées à la scie dans le tronc des arbres encore debout. Les mois passèrent, et ils sillonnèrent en tous sens les grands espaces inexplorés, où l'on ne rencontrait personne, et où pourtant des hommes étaient venus, si la cabane perdue n'était pas qu'une légende. Ils franchirent des cols battus par le blizzard d'été, grelottèrent sous le soleil de minuit en parcourant les pentes dénudées entre la limite de la forêt et les neiges éternelles, s'enfoncèrent dans des vallées estivales infestées de moucherons et de mouches, et à l'ombre des glaciers, ils cueillirent des fraises et des fleurs aussi mûres et splendides que celles qui faisaient la fierté des terres du sud. À l'automne, ils pénétrèrent dans une étrange contrée de lacs, silencieuse et désolée, où nichait jadis du gibier à plumes, mais aujourd'hui sans vie ni trace de vie. Rien que le souffle des vents glacés, le givre tenace dans les lieux abrités, et le clapotis mélancolique des vagues sur des plages esselées. Et ils passèrent un nouvel hiver, à arpenter des pistes effacées qu'avaient jadis empruntées d'autres hommes. Un jour, ils tombèrent sur un sentier balisé dans la forêt, un passage fort ancien, et la cabane perdue sembla à portée de main. Mais ce sentier qui commençait au milieu de nulle part, ne menait nulle part, et il garda son mystère, tout comme gardèrent leur mystère l'homme qui l'avait tracé et les raisons qui l'y avaient poussé. Une autre fois, ils découvrirent par hasard les restes abîmés par le temps d'un abri de chasseurs, et parmi les lambeaux de couverture moisie, John Thornton trouva un long fusil à silex.
Il reconnut une arme de la compagnie de la baie d'Hudson, datant des débuts de sa présence dans le nord-ouest, lorsqu'un fusil de ce genre valait sa hauteur en peau de castor empilée bien à plat. Mais c'était tout. Pas la moindre trace de l'homme qui avait jadis érigé cet abri et abandonné le fusil avec les couvertures. Le printemps revint une nouvelle fois, et au bout de leurs errances, ils découvrirent non pas la cabane perdue, mais un gisement aurifère peu profond, au creux d'une large vallée où l'or luisait comme du beurre jaune dans le fond de leurs pans. Ils ne cherchèrent pas plus loin. Chaque jour de labeur leur rapportait des milliers de dollars en poussière d'or et en pépites, et ils travaillaient tous les jours. L'or était stocké dans des sacs en peau d'orignal de 50 livres chacun, et entassé comme des rondins derrière la hutte en bois d'épinette. Ils abattaient un travail de titan, et les jours se succédaient comme des rêves dorés à mesure qu'ils amassaient leur trésor. Les chiens n'avaient rien à faire, sinon rapporter le gibier que Thornton tuait de temps en temps, et Buck passait de longues heures à méditer auprès du feu. Les visions de l'homme velu et court sur pattes lui revenaient plus souvent, maintenant qu'il était désœuvré, et souvent, paupières mi-closes devant les flammes, il accompagnait l'homme dans cet autre monde dont il avait le souvenir. Le trait dominant de cet autre monde semblait être la peur. Lorsqu'il regardait l'homme velu assoupi auprès du feu, la tête entre les genoux et les mains jointes au-dessus, Buck voyait bien que son sommeil était agité. Il sursautait et se réveillait sans cesse pour scruter craintivement l'obscurité et jeter plus de bois dans le feu. S'il marchait le long d'une plage, où l'homme velu ramassait des coquillages et les mangeait au fur et à mesure, c'était avec des yeux toujours à l'affût des dangers cachés, et des jambes prêtes à filer comme le vent à leur moindre manifestation. Il progressait sans bruit dans la forêt, Buck sur les talons de l'homme velu, et leurs sens étaient en éveil, les oreilles mobiles, les narines frémissantes, car l'homme avait l'ouïe et l'odorat aussi fin que le chien. L'homme velu savait grimper aux arbres et s'y déplacer aussi rapidement qu'au sol, se balançant à bout de bras de branche en branche, parfois distantes de 12 pieds, s'élançant de l'une pour attraper l'autre, sans jamais tomber, jamais manquer sa prise. En fait, il paraissait bien plus à son aise dans les frondaisons que sur le sol, et Buck se rappelait les nuits de garde au pied des arbres où l'homme velu était perché, fermement agrippé jusque dans son sommeil. Et, fortement associé aux visions de l'homme velu, il y avait l'appel, qui résonnait encore, et toujours, dans les profondeurs de la forêt. À cet appel, une grande agitation et d'étranges désirs l'emplissaient. Il lui procurait une sensation diffuse de bonheur suave, et il avait conscience d'appétits sauvages qui le taraudaient, sans savoir ce qui les éveillait. Parfois, il s'enfonçait dans la forêt à la poursuite de l'appel, il le cherchait comme s'il s'agissait d'une chose tangible, en aboyant avec douceur ou par défi, selon l'humeur du moment. Son museau fourrageait la mousse fraîche des sous-bois, ou le sol noir où poussaient des herbes hautes, et il grognait de joie en flairant les riches odeurs de la terre, ou bien il restait tapi des heures durant, comme en embuscade, derrière le tronc couvert de champignons d'arbres tombés au sol, les yeux écarquillés, les oreilles dressées, pour guetter tout ce qui bougeait et faisait du bruit alentour. Ainsi allongé, peut-être espérait-il surprendre ce fameux appel qu'il ne parvenait pas à comprendre. Mais il ne savait pas pourquoi il accomplissait toutes ces actions. Il était mu par l'instinct, et ne se faisait pas le moindre raisonnement à leur sujet. Des pulsions irrésistibles s'emparaient de lui. Il était couché dans le campement, en train de somnoler paresseusement dans la chaleur de la journée, quand soudain sa tête se relevait, et ses oreilles se dressaient, attentives, à l'écoute, et il bondissait sur ses pattes pour détaler, toujours plus loin, des heures durant, à travers les allées forestières et les clairières où poussaient les têtes de nègres. Il adorait galoper le long des cours d'eau asséchés, ou ramper furtivement pour épier les oiseaux dans les arbres. Il passait des jours entiers allongés dans les sous-bois, où il pouvait observer les perdrix marteler le sol en se pavanant. Mais il aimait tout particulièrement courir au crépuscule de minuit en plein été, et écouter les murmures feutrés de la forêt assoupie, déchiffrant les signes et les sons comme un homme lirait un livre, à la recherche de cette mystérieuse chose qui lançait l'appel, qui l'appelait, éveillé ou endormi, à toute heure, et lui disait de venir. Une nuit, il s'éveilla en sursaut, le regard plein d'espoir. Ses narines frémissaient en flairant les odeurs et sa crinière se hérissait par vagues successives. Dans la forêt retentissait l'appel, ou une note de l'appel, car celui-ci en comprenait de très nombreuses. Plus clair et distinct que jamais. Un hurlement prolongé, semblable au cri d'un husky, et pourtant différent. Et il reconnut là, de tout temps familier, un son qu'il avait déjà entendu auparavant. Il bondit à travers le campement endormi, et s'élança en silence dans les bois. À mesure qu'il s'approchait du cri,
Il ralentit l'allure, se déplaçant avec prudence, jusqu'à déboucher dans une clairière, et là il vit, assis, le corps tendu, le museau pointé vers le ciel et flanqué, longiligne, un loup. Il n'avait pas fait le moindre bruit, et pourtant la bête cessa de hurler et s'efforça de percevoir sa présence. Buck s'avança lentement dans la clairière, le corps près du sol, ramassé sur lui-même en un bloc compact, la queue raide et dressée, posant une patte après l'autre avec une prudence inhabituelle. Chacun de ses mouvements exprimait à la fois la menace et une invitation au contact animal. C'était la trêve chargée d'hostilité qui caractérise la rencontre des animaux de proie dans le monde sauvage. Mais le loup prit la fuite en voyant le chien. Celui-ci le pourchassa, mu par le désir frénétique de le rattraper. Il le força à emprunter le bras mort de la rivière qui se terminait en cul-de-sac, barré par un enchevêtrement d'arbres tombés au sol. Le loup fit volte-face en pivotant sur son arrière-train, exactement comme Joe et tous les huskies lorsqu'on les accule. Il grognait, le poil hérissé, et faisait claquer ses mâchoires à petits coups de dents rapides. Buck ne l'attaqua pas, mais tourna autour de lui et le pressa en répétant ses avances amicales. Le loup était soupçonneux, apeuré, car il pesait 3 fois moins lourd et lui arrivait à peine à l'épaule. À l'affût de la moindre ouverture, il se précipita soudain en avant, et la poursuite reprit. Maintes fois il fut acculé, et le même manège se répéta, bien qu'il fût en piètre état, car sinon Buck ne l'aurait pas rattrapé avec une telle facilité. Il galopait jusqu'à ce que la tête de Buck parvint à hauteur de son flanc, et alors seulement il virevoltait sur lui-même aux abois, pour repartir de plus belle à la première occasion. Mais au bout du compte, la persévérance de Buck fut récompensée, car le loup, comprenant qu'on ne lui voulait aucun mal, finit par lui renifler la truffe. Alors ils firent ami-ami et batifolèrent, plein de cette nervosité un peu aguicheuse qui contredit la férocité des bêtes sauvages. Au bout d'un moment, le loup repartit tranquillement à l'angle, indiquant sans ambiguïté qu'il poursuivait un but précis. Il fit clairement comprendre à Buck qu'il devait le suivre, et ils coururent côte à côte dans le sombre crépuscule, remontant tout droit le lit de la rivière, jusque dans le ravin d'où elle était issue pour franchir le col désolé où elle prenait sa source. Descendant le versant opposé de la ligne de partage des eaux, ils débouchèrent sur un plateau où s'étendaient d'immenses forêts et coulaient de nombreux ruisseaux, et à travers ces vastes espaces ils coururent sans faiblir, d'heure en heure, tandis que le soleil montait dans le ciel et que le jour se réchauffait. Buck exultait d'une joie sauvage. Il comprenait qu'il répondait enfin à l'appel, galopant aux côtés de son frère des grands bois pour rejoindre l'endroit d'où émanait sans doute cet appel. Des souvenirs anciens lui revenaient en rafale, et il réagissait comme jadis il avait réagi aux réalités dont ils étaient aujourd'hui les ombres portées. Il avait accompli la même chose auparavant, quelque part dans cet autre monde qu'il se rappelait confusément, et il l'accomplissait de nouveau aujourd'hui. Courir libre, au grand air, la terre meuble sous ses pattes, le ciel ouvert au-dessus de sa tête. Ils firent halte auprès d'un torrent pour boire, et en s'arrêtant, Buck se rappela John Thornton. Il s'assit. Le loup se remit en route vers l'endroit d'où provenait sûrement l'appel, puis revint vers Buck. Il lui flaira la truffe, et sembla tout mettre en œuvre pour l'encourager. Mais le chien fit demi-tour, et reprit lentement la piste du retour. Durant presque 1 heure, son frère sauvage courut à son côté, en poussant de petits gémissements. Il finit par s'asseoir, pointer son museau vers le ciel et se mettre à hurler. C'était un hurlement lugubre, et tandis qu'il maintenait son cap sans faiblir, Buck l'entendit résonner de plus en plus faiblement, jusqu'à ce qu'il se perdît dans le lointain. John Thornton était en train de dîner quand Buck entra en trombe dans le campement et bondit sur lui, débordant d'affection. Il le fit tomber à la renverse, se frotta contre lui lécha le visage, lui mordit la main. « Regardez-moi cette espèce de grand zouave !» dit John Thornton, tout en secouant Buck d'avant en arrière et en l'invectivant affectueusement. 2 jours et 2 nuits durant, Buck ne quitta pas un instant le campement, ne lâcha pas Thornton d'une semelle. Il le suivait quand il vaquait à ses occupations, le regardait manger, assistait à son coucher le soir et à son lever le matin. Mais au bout de 2 jours, l'appel du fond de la forêt se mit à retentir plus impérieux que jamais. Buck fut de nouveau saisi par une grande agitation, hanté par les souvenirs du frère sauvage, de la contrée riante au-delà du col, et de la course côte à côte à travers les grandes étendues boisées. Une fois de plus, le repartit errer dans la forêt, mais le frère sauvage ne montra plus le bout de son nez, et bien qu'il tendît l'oreille pendant de longues veilles nocturnes, jamais le hurlement lugubre ne s'éleva plus. Il se mit à dormir ailleurs,
restant à l'écart du campement pendant plusieurs jours de suite. Et un beau jour, il traversa le col où la rivière prenait sa source et s'enfonça dans le pays des arbres et des ruisseaux. Là, il rôda toute une semaine, cherchant en vain des traces récentes du frère sauvage, tuant son gibier en cours de route et cheminant de cette allure ample et déliée qui semblait ne jamais connaître la fatigue. Il pêcha le saumon dans une large rivière qui se déversait quelque part dans la mer, et sur la berge de cette même rivière, il tua un grand ours noir, aveuglé par les moustiques tandis qu'il pêchait lui aussi, et se débattait à travers la forêt plein d'une fureur impuissante et terrible. Ce fut malgré tout un combat difficile qui fit ressurgir en Buck les derniers éclats encore latents de sa férocité. Et puis, 2 jours plus tard, lorsqu'il revint chercher sa proie et tomba sur une douzaine de gloutons se disputant leur part du butin, il les dispersa comme des fétus de paille, et les fuyards laissèrent derrière eux 2 de leurs congénères qui ne cherchèrent plus la bagarre. La soif de sang se fit plus ardente que jamais. Buck était un tueur, un prédateur, qui se nourrissait d'autres bêtes vivantes, seul, sans aide, par la vertu de ses propres forces et de son habileté, et qui survivait triomphalement dans un environnement hostile où seuls y parviennent les plus forts. C'est pourquoi un grand orgueil s'empara de lui, qui se propagea comme une maladie contagieuse à son être physique. Il se manifestait dans ses moindres mouvements, apparaissait dans le jeu de tous ses muscles, se montrait au grand jour dans son allure et son port, et rendait son superbe pelage plus superbe encore. S'il n'avait pas eu quelques poils bruns sur le museau et le front, ni cette gerbe de fourrure blanche lui zébrant le poitrail, on aurait pu le prendre pour un loup géant, plus grand que les plus grands spécimens de l'espèce. De son père, le Saint-Bernard, il avait hérité la taille et le poids, mais c'était sa mère qui les avait modelés. Son museau était allongé comme celui des loups, sauf qu'il était plus large que chez n'importe lequel d'entre eux, et sa tête, plus épaisse, était celle du loup en bien plus massif. Il avait la ruse du loup, la ruse du monde sauvage, l'intelligence du chien de berger et l'intelligence du Saint-Bernard, et tout cela, allié à une expérience acquise à la plus rude des écoles, faisait de lui une créature aussi redoutable que toutes celles qui rôdent dans le monde sauvage. Animal carnivore, se nourrissant uniquement de chair fraîche, il était à la fleur de l'âge, en pleine possession de ses moyens, débordant de vigueur et de virilité. Quand Thornton lui caressait le dos d'une main affectueuse, un craquettement électrique suivait le passage de sa main, car à ce contact chaque poil déchargeait son magnétisme contenu. Chaque partie de son être, corps et cerveau, tissu nerveux et tissu musculaire, était accordée au plus subtil des diapasons, et entre toutes les parties régnait une harmonie et un équilibre parfait. Aux stimuli visuels et sonores ainsi qu'à tous les événements qui nécessitaient l'action, il réagissait aussi vif que l'éclair. Quelque rapidement qu'un Husky pût bondir pour se défendre ou passer à l'attaque, lui bondissait 2 fois plus vite. Il voyait le mouvement ou entendait un bruit, et sa réaction fusait en moins de temps qu'il n'en fallait à un autre chien pour que sa vue et son ouïe puissent même enregistrer la scène. Il percevait, évaluait et réagissait en même temps. En vérité, les 3 actions, percevoir, évaluer et réagir, se produisaient l'une après l'autre, mais l'intervalle entre chaque était si infinitésimal qu'elle paraissait simultanée. Ses muscles étaient surchargés de vitalité et entraient en jeu aussi brusquement que se déclenche un piège en acier. Le flot splendide de la vie coulait dans ses veines, joyeux et incontrôlé, jusqu'à sembler vouloir le faire exploser dans une extase sans mélange et se répandre généreusement sur le monde entier. Personne n'avait jamais vu un chien pareil, dit un jour John Thornton, tandis que ses associés regardaient Buck s'éloigner du campement d'un pas martial. Ça, c'est sûr, il n'y en a pas 2 comme lui, confirma Pete. Pardieu, c'est bien ce que je pense, conclut Hans. Il le regardait quitter le campement d'un air martial, mais il ne voyait pas la terrible transformation qui se produisait à l'instant même où il se retrouvait dans l'espace secret de la forêt. Il n'y avait plus rien de martial en lui. Il devenait aussitôt une créature du monde sauvage, qui se faufilait sans un bruit, comme un fauve, une ombre furtive apparaissant et disparaissant parmi les ombres. Il savait tirer parti de chaque abri, ramper à plat ventre comme le serpent, et comme lui jaillir et frapper. Il pouvait dénicher une perdrix des neiges, tuer un lapin dans son sommeil, et refermer ses mâchoires pour attraper en plein élan les petits tamias qui prenaient la fuite vers les arbres une seconde trop tard. Dans les mares, les poissons n'étaient pas trop rapides pour lui, ni trop prudents les castors réparant leurs barrages. Il tuait pour se nourrir, non par pur caprice. Il préférait néanmoins manger ce qu'il tuait lui-même. Et c'est pourquoi un fond de gaieté animait ses moindres actes. Alors il prenait plaisir à pourchasser les écureuils et, au dernier moment, à les laisser s'enfuir pour regagner les frondaisons en criaillant, morts de peur.
À l'approche de l'automne, les orignaux reparurent en abondance, cheminant lentement vers le sud pour affronter l'hiver dans les vallées plus basses au climat moins rigoureux. Buck avait déjà eu l'occasion de mettre à terre un de leurs jeunes qui s'était égaré, mais il avait envie de proies plus grandes, plus redoutables, et un beau jour, il en rencontra une près du col où la rivière prenait sa source. Un troupeau d'une vingtaine d'orignaux l'avait franchi en provenance de la contrée des ruisseaux et des forêts, et leur chef était un mâle imposant. D'un tempérament féroce, il se dressait à 6 pieds au-dessus du sol, et c'était un adversaire formidable comme Buck avait rêvé d'en affronter un. Il secouait en tous sens ses grands bois aplatis, qui se divisaient en 14 pointes et mesuraient 7 pieds d'envergure. Ses petits yeux brûlaient d'une lueur mauvaise et pleine de ressentiment, tandis qu'il bramait de fureur à la vue de Buck. Du flanc de l'animal, juste à la jointure de la patte avant, dépassait l'extrémité empennée d'une flèche expliquant sa fureur permanente. Guidé par cet instinct remontant à l'époque lointaine de la chasse au sein du monde primitif, Buck se mit à l'œuvre pour séparer le mâle du reste du troupeau. Ce n'était pas une mince affaire. Il aboyait et tournicotait devant lui, tout juste hors de portée des grands bois et des terribles sabots palmés dont un seul coup l'aurait estourbi. Incapable de tourner le dos à cette bête au croc menaçant pour poursuivre son chemin, l'orignal atteignait un paroxysme de fureur. Il chargeait alors Buck, qui battait habilement en retraite, l'attirant là où il voulait en feignant de ne pas pouvoir s'enfuir. Mais à chaque fois qu'il se retrouvait ainsi séparé de ses congénères, 2 ou 3 mâles plus jeunes se ruaient sur Buck et permettaient au chef blessé de regagner le troupeau. Il y a une patience du monde sauvage, têtue, infatigable, persévérante comme la vie même, qui maintient immobile pendant des heures l'araignée sur sa toile, le serpent lové sur lui-même, la panthère en embuscade. Cette patience caractérise tout particulièrement la vie lorsqu'elle chasse sa proie. Et elle appartenait à Buck qui persistait à courir auprès du troupeau, retardant sa progression, agaçant les jeunes mâles, inquiétant les femelles et leurs petits, et rendant le grand chef blessé fou de rage impuissante. Durant toute une demi-journée, le manège se poursuivit. Buck se démultipliait pour attaquer sur tous les flancs, enveloppant le troupeau dans un tourbillon de menaces, isolant de nouveau sa victime à la seconde même où elle parvenait à rejoindre les siens, épuisant la patience des bêtes ainsi pourchassées, une patience moins tenace que celle du chasseur. À mesure que les heures passaient et que le soleil retombait dans son lit au nord-ouest, l'obscurité avait fait sa réapparition, et les nuits d'automne duraient 6 heures, les jeunes mâles revenaient de moins en moins volontiers à la charge pour secourir leur chef harassé. L'hiver qui approchait les harcelait, les forçant à redescendre dans les vallées, et ils avaient l'impression qu'ils ne parviendraient jamais à se débarrasser de cette infatigable créature qui le retardait. De plus, ce n'était pas la vie du troupeau, ni celle des jeunes mâles qui était en jeu. Celle d'un seul membre se voyait réclamée, ce qui représentait un intérêt moindre que leur propre existence, et, en fin de compte, ils acceptèrent de payer un tel tribut. Au crépuscule, le vieux chef se tenait là, tête basse, et regardait ses compagnons, les femelles qu'il avait connues, les faons qu'il avait engendrés, les mâles qu'il avait dominés, s'éloignaient rapidement de leurs pas maladroits dans le jour déclinant. Il ne pouvait pas les suivre, car devant son nez bondissait la terreur aux crocs impitoyables qui ne le laissaient pas en paix. Il dépassait les 3/4 de tonnes, il avait vécu une belle et bonne vie, pleine de combats et de luttes, et pour finir, voilà qu'il risquait de mourir sous les dents d'une créature dont la tête n'arrivait même pas à hauteur de ses grands genoux cagneux. À compter de cet instant, jour et nuit, Buck ne lâcha plus jamais sa proie, ne lui accorda pas un moment de répit, ne lui permit en aucun cas de manger les feuilles des arbres ou les pousses de bouleau et de saule. Il ne laissa pas non plus l'occasion au grand mâle blessé d'étancher sa soif dans les minces filets d'eau qu'il traversait. Souvent, en désespoir de cause, l'orignal tentait de prendre la fuite en s'élançant sur de longues distances. Buck ne se donnait pas la peine de l'arrêter dans ces cas-là, mais allait l'amble sans effort à son côté, satisfait de voir le gibier être ainsi son jouet, se couchant quand la grande bête restait immobile, l'attaquant férocement lorsqu'il s'acharnait à vouloir manger ou boire. La grosse tête pendait de plus en plus sous sa ramure de grand bois, et le trop malhabile faiblissait d'heure en heure. L'orignal se mit à faire des haltes de plus en plus longues, le nez tout près du sol et les oreilles accablées, mollement pendantes, et Buck eut plus de temps pour s'abreuver et se reposer. En de tels moments, il haletait en tirant sa langue rouge, sans quitter le grand mâle des yeux, et il lui sembla qu'il se produisait un changement dans l'apparence des choses. Il ressentait une agitation nouvelle qui s'emparait de la contrée. Tandis que les orignaux rejoignaient cette contrée, d'autres formes de vie y pénétraient.
Les forêts, les rivières, l'air lui-même paraissaient palpiter à leur présence. Leur arrivée lui était communiquée non par la vue, ni l'ouïe, ni l'odorat, mais par un autre sens plus subtil. Il n'entendait rien, ne voyait rien, et pourtant il savait que la nature était inexplicablement différente, que partout des choses étranges s'y mettaient en place et s'y propageaient, et il décida de mener l'enquête dès qu'il en aurait fini avec l'affaire qui l'occupait. Enfin, au soir du 4e jour, il abattit le grand orignal. Durant 1 jour et 1 nuit, il resta auprès de la dépouille, passant son temps à manger et dormir tour à tour. Puis, reposé, ragaillardi et revigoré, il tourna le museau vers le campement et John Thornton. Il partit tranquillement à l'amble et poursuivit sa route pendant des heures, ne s'égarant jamais sur le chemin embroussaillé, filant droit jusqu'au site familier à travers un pays inconnu, avec une sûreté qui surpassait de loin celle de l'homme équipé de sa boussole. À mesure qu'il progressait, il prenait de plus en plus clairement conscience de cette agitation nouvelle qui affectait la contrée. Une vie s'agitait là, différente de celle qui s'était épanouie durant l'été. Cette certitude ne lui était plus communiquée d'une façon subtile et mystérieuse. Les oiseaux en parlaient, les écureuils en débattaient bruyamment, les murmures de la brise elle-même la colportaient. À plusieurs reprises, il s'arrêta pour inspirer à grande goulée l'air frais du matin, déchiffrant un message qui le fit repartir en bondissant de plus belle. Il se sentait oppressé par l'impression qu'une calamité était sur le point de se produire, et même s'était peut-être déjà produite. Et lorsqu'il franchit la dernière ligne de partage des eaux pour s'engager dans la vallée conduisant au campement, il s'avança en redoublant de prudence. 3 miles plus loin, il tomba sur une piste fraîchement tracée qui fit se hérisser les poils de son cou en vagues successives. Il conduisait droit au campement, et à John Thornton. Buck accéléra l'allure, vif et furtif, tous ses nerfs tendus à l'extrême, attentif à la myriade de détails qui racontaient une histoire, complète à l'exception de la fin. Sa truffe lui fournissait une description fluctuante du passage des êtres vivants qu'il suivait. Il nota le lourd silence de la forêt. Les oiseaux s'étaient enfuis à tire-d'aile, les écureuils se cachaient. Il n'en vit qu'un seul, un spécimen mince et gris, aplati sur une branche morte tout aussi grise, de sorte qu'il semblait en faire partie, excroissance ligneuse du bois lui-même. Tandis que Buck glissait, aussi obscur qu'une ombre furtive, son museau fut brusquement attiré sur le côté, comme agrippé et détourné par une force positive. Il suivit cette nouvelle odeur jusque dans un fourré et découvrit Nig. Il était allongé sur le flanc, mort là où il avait pu se traîner, une flèche des passants pointait peine de chaque côté de son corps. Un peu plus loin, Buck tomba sur l'un des chiens d'attelage que Thornton avait achetés à Dawson. L'animal se débattait entre les griffes de la mort, au beau milieu de la piste, et Buck le contourna sans même s'arrêter. Du campement lui provenait la faible rumeur de nombreuses voix qui psalmodiaient un chant monotone. S'avançant jusqu'au bord de la clairière, il trouva Hans, couché face contre terre, hérissé de flèches comme un porc-épic. Au même instant, Buck scruta l'endroit où se dressait auparavant la cabane en rondins d'épinettes et vit ce qui lui avait si brusquement fait dresser le poil. Un ouragan de rage incontrôlée s'empara de lui. Sans même s'en rendre compte, il poussa un grognement d'une terrible férocité. Pour la dernière fois de sa vie, il laissa la fureur prendre le dessus sur la ruse et la raison, et ce fut à cause de son immense amour pour John Thornton qu'il perdit la tête. Les Indiens Yiats dansaient autour des restes de la cabane lorsqu'ils entendirent un effrayant rugissement et virent se ruer sur eux un animal dont ils n'avaient jamais vu l'appareil. C'était Buck, véritable tornade vivante et déchaînée, qui se précipitait dans une fureur destructrice. Il bondit sur l'homme le plus important, c'était le chef des Yiats, lui déchirant la gorge de part en part jusqu'à ce que de la jugulaire jaillisse une fontaine de sang. Il ne s'arrêta pas pour s'acharner sur la victime, se contentant de l'égorger au passage et ouvrit dans un deuxième bond la gorge d'un autre homme. Rien ne pouvait l'arrêter. Il plongeait et replongeait parmi eux, il déchirait, arrachait, détruisait, ses terribles mouvements défiaient sans relâche les flèches qu'il lui décochait. En fait, il se déplaçait si inconcevablement vite, et les Indiens formaient une mêlée si compacte, qu'ils se transpercèrent les uns les autres de leurs flèches, et un jeune guerrier, projetant une lance pour atteindre Buck en plein vol, l'afficha dans le torse d'un autre chasseur avec une telle force que la pointe le traversa et ressortit dans son dos. Alors un vent de panique s'empara des Yiats, et ils s'enfuirent terrifiés au fond des bois, proclamant dans la débandade l'avènement de l'esprit malin. Et Buck,
était véritablement le démon incarné, écumant de rage sur leurs talons et bondissant pour les plaquer au sol comme des cerfs, tandis qu'ils s'enfuyaient entre les arbres. Jour fatal pour les Yats. Ils se dispersèrent très loin à travers toute la contrée, et une semaine entière s'écoula avant que les derniers survivants se réunissent dans une vallée à moindre altitude pour compter leurs pertes. Quant à Buck, fatigué de la poursuite, il retourna au camp dévasté. Il découvrit Pete là où il avait succombé, tué par surprise dans ses couvertures. La lutte désespérée de Thornton était fraîchement écrite sur le sol, et Buck en flaira tous les détails jusqu'au bord d'une profonde mare. Là, la tête et les pattes, avant plongées dans l'eau, gisait Skit, fidèle jusqu'à la fin. La mare elle-même, bourbeuse et décolorée par les rampes de lavage, cachait effectivement ce qu'elle contenait, à savoir le corps de John Thornton. Car Buck avait suivi sa trace jusque dans l'eau, et nulle autre trace n'en ressortait. Buck passa toute la journée à ruminer sur les bords de la mare, ou à sillonner sans fin le campement. La mort, en tant qu'arrêt du mouvement, passage hors de la vie des vivants, il savait ce que c'était, et il savait que John Thornton était mort. Cela laissait un grand vide en lui, qui ressemblait un peu à la faim, mais ce vide-là lui faisait mal, si mal, et aucune nourriture ne pouvait le combler. De temps en temps, lorsqu'il s'arrêtait pour contempler les carcasses des Indiens, il oubliait la douleur, et il avait alors conscience d'être très fier de lui-même, plus fier qu'il ne l'avait jamais été. Il avait tué l'être humain, le plus noble de tous les gibiers, et il avait tué au mépris de la loi du gourdin et de la loi des crocs. Il flaira les corps intrigués, morts si facilement. Tuer un Husky demandait bien plus d'efforts. Sans leurs flèches, leurs lances et leurs gourdins, c'étaient des adversaires dépourvus de toute valeur. Désormais, il n'aurait plus peur d'eux, sauf s'ils tenaient en main leurs flèches, leurs lances ou leurs gourdins. La nuit tomba. Une pleine lune s'éleva bien au-dessus des arbres, illuminant le paysage jusqu'à le baigner d'un jour spectral. Et à mesure que venait la nuit, tandis qu'il méditait et se lamentait auprès de la mare, Buck s'éveilla au frisson de cette nouvelle vie dans la forêt, différent de ceux qu'avaient créés les Yats. Il se releva, les oreilles et la truffe en alerte. Venu de très loin, lui parvint un jappement faible et incisif, suivi d'un chœur de jappements similaires. Les minutes s'écoulaient, et les jappements se rapprochaient, plus puissants. Une fois de plus, Buck sut qu'il en avait entendu de semblables dans cet autre monde persistant au fond de sa mémoire. Il s'avança au centre de l'espace ouvert et écouta. C'était l'appel aux mille notes, qui résonnait plus attirant et impérieux que jamais auparavant. Et comme jamais auparavant, Buck était prêt à lui obéir. John Thornton était mort. Le dernier lien était rompu. Il n'était plus lié à l'homme et à ses exigences. Chassant la chair fraîche comme le faisaient les Iats, sur les flancs des troupeaux d'orignaux en transhumance, la horde des loups avait enfin quitté la contrée des ruisseaux et des forêts pour envahir la vallée de Buck. Dans la clairière où ruisselaient les rayons de lune, ils se répandirent en un flot argenté, et au centre de l'espace ouvert se dressait Buck, aussi impassible qu'une statue, qui attendait leur venue. Craintifs et respectueux tant il était immobile et imposant, ils laissèrent passer un moment avant que le plus téméraire bondît droit sur lui. Buck frappa telle la foudre, lui brisant l'échine. Puis il reprit sa position, aussi immobile qu'auparavant, tandis que le loup blessé se tordait à l'agonie derrière lui. 3 autres se succédèrent rapidement pour tenter leur chance. Chacun à son tour, ils durent se retirer, la gorge ou les épaules ensanglantées. Il n'en fallut pas plus pour déchaîner toute la horde qui se rua pêle-mêle en avant, cohue confuse et rendue inefficace par son empressement à mettre à bas la proie. La rapidité et l'agilité de Buck firent merveille pour le maintenir en bonne posture. Virevoltant sur son arrière-train, claquant des mâchoires en tous sens, il était partout à la fois, semblant affronter ses adversaires en permanence de face, tant il tourbillonnait d'un côté à l'autre pour parer les attaques. Mais pour les empêcher de se glisser derrière lui, il fut contraint de reculer au-delà de la mare et jusque dans le lit du ruisseau, avant de se retrouver acculé contre une haute berge de gravier. Il parvint à gagner un angle droit pratiqué dans cette berge qu'avaient créé les hommes au cours de la prospection, et une fois posté là, il affronta l'assaut, protégé sur 3 côtés, et n'ayant donc plus qu'à faire face à l'ennemi. Et il y parvint si bien, qu'au bout d'une demi-heure, les loups se retirèrent, déconfits. Tous avaient la langue pendante, les crocs luisants d'un cruel éclat blanc sous la lune. Certains s'étaient couchés, tête dressée, oreilles pointées en avant. D'autres restaient debout et le regardaient. D'autres encore lapaient l'eau de la mare. Un loup gris, longiligne et flanqué, s'avança prudemment d'une façon amicale,
et Buck reconnut le frère sauvage avec lequel il avait couru durant une nuit et un jour. Il gémissait doucement et, Buck gémissant à son tour, leurs truffes se frôlèrent. C'est alors que s'avança un vieux loup, hâve et balafré. Buck retroussa les babines pour grogner en guise de préliminaire, mais lui renifla la truffe. Ce que voyant, le vieux loup s'assit, pointa le museau vers la lune et poussa le long hurlement de la race. Les autres s'assirent et l'imitèrent, et à présent, l'appel atteignit Buck en modulation bien reconnaissable. Il s'assit à son tour et se mit à hurler. Ensuite il sortit de sa retraite, et la horde l'entoura, et chacun le flaira, mi-amical, mi-sauvage. Les chefs poussèrent le jappement qui entraîne la horde et bondirent vers les bois. Les loups leur emboîtèrent le pas, glapissant à l'unisson. Et Buck courut avec eux aux côtés du frère sauvage, glapissant à son tour. Et c'est ainsi que pourrait s'achever l'histoire de Buck. À peine quelques années plus tard, les Yiats remarquèrent un changement dans la race des loups gris, car certains spécimens arboraient des touffes de poils bruns sur la tête et le museau, ainsi qu'une traînée de fourrure blanche au centre du poitrail. Mais plus remarquable encore, les Yiats racontent l'histoire d'un chien fantôme qui court à la tête de la horde. Ce chien fantôme les effraie, car sa ruse surpasse la leur. Ils chapardent dans leur village au plus rude de l'hiver, dépouillant leurs pièges, tuant leurs chiens et défiant leurs plus braves chasseurs. Et pis encore, dit la légende, certains chasseurs ne reviennent pas au campement. D'autres ont été retrouvés par leur tribu cruellement égorgés, des traces de loups alentour, plus grandes que celles de n'importe quel autre animal. Chaque automne, quand les Yiats suivent la migration des orignaux, il est une vallée où ils ne vont jamais. Et certaines femmes s'assombrissent quand on raconte autour du feu comment l'esprit malin a élu domicile dans cette vallée. L'été, cependant, il est un visiteur qui arpente cette vallée, à l'insu des Yiats. C'est un grand loup au splendide pelage, qui ressemble à tous les autres loups, et pourtant ne leur ressemble pas. Il quitte seul la riante contrée des bois, et descend dans une clairière au cœur de la forêt. Là, un ruisseau jaune sointe du fond de sac en peau d'orignal, et s'écoule dans la terre de hautes herbes y poussent, et une moisissure végétale le recouvre, protégeant sa teinte dorée des rayons du soleil, et là l'animal médite un moment, puis pousse un seul hurlement, long et lugubre, avant de repartir. Mais il n'est pas toujours solitaire. Quand reviennent les longues nuits d'hiver et que les loups poursuivent leur proie dans les vallées inférieures, on peut le voir courir à la tête de la horde, sous les pâles rayons de lune, ou dans la chatoyante aurore boréale. Gigantesque, il bondit plus haut que tous ses frères, et sa gorge puissante vibre du chant d'un monde neuf, le chant de la horde. Et c'est la fin du chapitre 7 de ce roman. C'est donc également la fin de l'appel de la forêt de Jack London. Nous passons à l'outro de ce live. Waouh! C'était dingue! C'était dingue de ouf! C'était vraiment bien. C'était vraiment putain de bien. C'était vraiment si bien fait. Genre vraiment le dernier chapitre, je pense que c'est mon chapitre préféré de toute l'œuvre en fait. Je vous l'avais déjà dit, mais lors du premier live, j'étais un petit peu mitigé. Je voyais pas trop où ça voulait venir et j'avais du mal à me laisser embarquer par l'histoire. Et au final, ce récit de voyage, cette espèce d'errance, cette espèce de brève de vie de Buck, a été super intéressante. Et je trouve surtout dans les deux chapitres de ce soir qui se démarquent vachement des précédents, je trouve, dans le ton. Avec l'amour qu'il a porté à Thornton. En fait, il y a tellement de choses qui se mélangent, c'est vraiment cool. C'est vraiment vraiment cool. Je pense que ce roman, L'appel de la forêt de Jack London, a réussi à me faire ressentir ce que jamais aucune œuvre cinématographique ou de série n'a su me faire ressentir. J'ai l'impression que beaucoup d'œuvres ont ce ton. D'ailleurs, on le reconnaît assez fortement, je trouve. C'est-à-dire ce ton des films où le héros c'est un animal un petit peu charismatique, etc., etc. D'ailleurs, vous savez, c'est très souvent, ce qui est normal en soi, mais c'est très souvent des films où il y a une voix off qui un petit peu raconte la vie de l'animal héros, quoi.
Et j'avoue qu'en général, j'ai même envie de dire quasiment tout le temps, j'arrive pas, je vois, comment dire, je vois le procédé, je vois le processus, je vois ce qu'ils veulent faire ressortir, je vois qu'ils veulent faire ressortir cet émerveillement quelque part, cette fascination de la nature et du sauvage. Mais en général, ça ne marche pas sur moi. Et aussi la meurtrissure de la tendresse bafouée, voilà, genre là, la mort de Fortune qui déclenche la colère de Buck, etc. Enfin ouais. Et l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre est fou. Et tout ça, je trouve que c'est des poncifs qu'on voit beaucoup dans ce genre d'œuvre, mais qui en général n'arrivent pas à me toucher. Même si je vois où ils veulent en venir, j'arrive pas à être touché, je sais pas pourquoi. Et là, je trouve que ce roman le fait très bien. D'ailleurs, enfin, je trouve ça très particulier parce que justement, je trouve que Jack London a un style très distancié. Je me répète encore, mais je trouve que le narrateur est vraiment effacé. Je trouve que d'ailleurs, il a pas vraiment beaucoup de marques de style en soi. Euh, il a plutôt un style très simpliste, très lointain, très objectif entre guillemets. C'est vraiment, je raconte une histoire, je mets aucun commentaire perso, etc. Enfin ouais. Et malgré tout ça, il y a une tendresse, etc. qui se dégage. Et enfin, mais je pense que c'est même pas malgré tout ça, c'est aussi servi par tout ça justement, parce que justement ça va dans le sens de la nature, c'est-à-dire que ça va dans le sens du sauvage et de la nature, ça va dans le sens du euh, comment dire, de l'évident. Ça va dans le sens du les choses sont comme ça. Les choses sont comme ça, il n'y a pas besoin de commencer à ajouter des couches superficielles, etc. C'est vraiment le sens de la nature, de la sauvagerie, de la civilité, de l'amour, de ceci. Voilà, je vous le donne tel quel, tel que je le vois, tel qu'il est ressenti par les personnages. Enfin, il n'y a pas besoin d'artifice. Et ouais, je trouve ça très efficace, très beau. Et franchement, là, le dernier chapitre, je le trouve magnifique. L'écoute aux portes qui nous dit il y a beaucoup de finesse quand il évoque qu'il est partagé pour écouter ses instincts ou rester fidèle. Ouais, pareil, ça, je trouve ça magnifique. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que en un seul chapitre, il y a plein de choses qui se mêlent. Il y a à la fois l'amour de Thornton et de Buck, à la fois l'appel de la forêt qui continue de le saisir et de plus en plus, la découverte de ses congénères loups, entre guillemets, ce monde presque fantasmagorique, presque magique, et ça pareil, j'ai beaucoup aimé ces sortes d'allusions presque magiques, euh, avec presque l'apparition onirique entre guillemets de bah, du coup du monde de ses ancêtres qui se retranscrit dans sa mémoire, enfin qui est inscrite en lui quoi, cette mémoire inscrite en lui et aussi les Indiens et le mythe qui se crée du coup autour du loup plus tard. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment vraiment cool. Ouais, il y a quelque chose d'onirique et de merveilleux quelque part. Enfin, et encore une fois, je trouve ça très contemplatif. C'est-à-dire que j'imagine très très bien les grands espaces de verdure avec tous les loups, etc. J'imagine très très bien les moments de baston qui sont horribles. Genre vraiment, le retour au campement de Buck, je l'imagine limite comme un film de guerre, quoi. Je l'imagine horrible. Enfin ouais, c'est... Mais je sais pas, c'est parlant, c'est franc, quoi. Et ouais, je trouve ça stylé. Je trouve ça très très stylé. Petit Petit bémol. Bon bah voilà, je pense que c'est très américain aussi de faire ça, hein, mais bon et puis après, en vrai de vrai, ils ont certainement pas été tout blancs non plus les Indiens dans toute leur histoire. Il y en a forcément qui ont fait des saloperies, mais quand même, c'est marrant de voir qu'un auteur américain érige les Indiens en espèce de grands méchants entre guillemets.
Donc ça, bon, voilà, c'est un petit détail où je me suis dit, ah tiens, c'est marrant. Ça, pour le coup, je m'attendais à l'avoir dans un bouquin américain. C'est bon, c'est marrant. Surtout que c'est d'autant plus drôle que le côté nature, sauvage, animal, etc., bah justement, je trouve que c'est vachement lié aux Indiens, donc en soi, c'est marrant parce que c'est presque comme si il y avait deux affrontements de la nature. Enfin ouais. Après, je sais pas s'il y a vraiment un jugement. Je connais pas l'auteur et je connais pas la pensée de l'auteur, donc je sais pas si ça se trouve il y a pas du tout. Si ça se trouve c'est moi qui interprète. Si ça se trouve il a pas du tout un a priori sur les Indiens, mais bon, c'était marrant à remarquer. C'est très scientifique comme façon d'écrire, j'aime beaucoup. Bah j'avoue que moi en général c'est pas une écriture qui me touche. Enfin, ça dépend en fait, ça dépend comment c'est fait. Parce que voilà, il y a quand même. Même quand il n'y a pas de style, il y a quand même un style en vérité. Mais par exemple, il y a Lovecraft qui a une écriture très scientifique, je trouve. Mais avec des thèmes très, enfin très folkloriques, on va dire. Mais moi, je sais pas. En fait, c'est très bizarre. J'aurais tendance à dire que c'est le genre d'œuvre qui, par son style et par son thème, je pense, n'est pas trop sujet à me toucher habituellement. En tout cas, comme je le disais, en film, en série, vraiment, ça me. Absolument pas. Mais qui là a fait grave mouche. Euh, Forcément, je peux pas m'empêcher de penser à L'œil du loup de Daniel Pénac. L'œil du loup de Daniel Pénac qui est aussi vraiment une bonne œuvre dans le style, on va dire. Et du coup, bah, ça me rend presque curieux de lire Cro-Blanc de Jack London, parce que Cro-Blanc, pareil, c'est surconnu. Mais c'est marrant parce que je pense qu'en France, Cro-Blanc, c'est plus connu que l'Appel de la Forêt. Et de ce que j'avais vu sur Internet, en gros, Jack London aurait écrit Cro-Blanc justement pour essayer de reproduire le succès de l'Appel de la Forêt. Donc a priori, en Amérique, ça serait plutôt l'Appel de la Forêt qui est l'œuvre, quoi. Et d'ailleurs, je pense quand même qu'on reconnaît bien le style américain, etc. Et euh, je pense que clairement, ça doit être une œuvre fondatrice en un sens du style américain et qui a dû influencer excessivement les œuvres avec des animaux en héros entre guillemets dans les films et séries. Je pense que voilà, dans les films et séries, on retrouve vraiment beaucoup de principes qu'on a dans ce roman, sauf que comme souvent, c'est mieux dans l'original. Non, en vrai, ça c'est un truc à la con, c'est pas forcément mieux dans l'original, mais en tout cas, là je trouve que c'est mieux dans l'original. Je trouve que c'est bien mieux réalisé et ouais. Ça a réussi à me débaucher. Bien joué Jack London. Je m'y attendais pas, mais ouais, il y a vraiment des phrases à la fin qui m'ont ému quoi. Le retour à la vie sauvage et tout là. C'était vraiment beau, il y avait vraiment des belles images. Même vraiment en termes de, ouais, voilà, d'imagerie, il y a vraiment un potentiel imaginatif de fou. Enfin, j'imagine vraiment des images très belles. Je sais pas comment expliquer ça, mais. Rien n'est tout noir ou tout gris, il commence par attaquer les loups avant d'être accepté. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est ça qui est bien aussi, c'est que, ouais, encore une fois, toujours dans ce procédé de montrer les choses telles qu'elles sont, il n'y a pas de. Comment dire? Il n'y a pas de compromis, quoi. C'est ça qui est bien. C'est là où l'œuvre est vraiment honnête, franche, entre guillemets, et ouais, c'est propre. C'est très très propre. Je ne m'attendais pas à apprécier autant cette œuvre, pour être tout à fait franc, mais je suis tout à fait content d'avoir découvert l'appel de la forêt de Jack London en votre compagnie. C'était donc, vous l'aurez compris, la dernière lecture sur cette œuvre. Nous entamerons une nouvelle œuvre dès vendredi. Ouais, c'est ça. Mardi, comme je le disais, a priori, il y aura une pause du coup dans les lectures et il n'y aura pas de live pour remplacer. Sinon, on se retrouve demain pour Ça me rappelle une histoire, thème horreur. J'ai à tout prix besoin de vous sur cette émission. Soyez nombreux, ça me ferait extrêmement plaisir. Dimanche, découverte de l'univers de League of Legends.
Et après, lundi, comme d'habitude, sur Discord, Twitter et Facebook, je vous donnerai le programme de la semaine à venir. Sachant que la prochaine lecture sera de la poésie, et ça sera le recueil Alcool de Guillaume Apollinaire. Voilou. Les couteaux portent London a écrit Une vie d'Indien, où on voit le point de vue d'un Indien. Ah! Donc bon, a priori, j'ai été mauvaise langue, il a pas d'a priori sur les Indiens. Intéressant. Pas d'a priori négatif en tout cas. Intéressant, ça peut être cool aussi ça. Mais c'est marrant parce que ça s'inscrit beaucoup dans l'histoire américaine quand même. Avec la ruée vers l'or, avec les Indiens. Même, il y a un autre truc qui m'a fait penser au fait que ça soit très histoire américaine. Oh, je retrouverai plus. Enfin bref. Mais d'ailleurs, c'était marrant ce moment-là. Ça apportait encore une autre touche. Encore quelque chose d'un peu plus fantasmagorique, encore une fois. Avec cette espèce de d'aventure de la cabane perdue dans les bois, dont jamais personne n'est revenu, qui offre la fortune, etc. Ça, pareil, je trouve ça très venu de nulle part, un petit peu. Très caricatural, mais en même temps, bah, ça ajoute un petit soupçon d'aventure mystère qui n'était pas déplaisant. C'était assez sympa. Enfin bref, c'en est terminé du live de ce soir, chers amis. Je vais vous laisser, je vais vous lâcher la jambe. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit à tous. Merci d'être passé, Jumpy, les couteaux portent Selkia, notamment, ça me fait très plaisir. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, si vous êtes sur YouTube, à lâcher un petit like ou un dislike. N'hésitez pas à lâcher un commentaire concernant la lecture ou le live dans son intégralité. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, une prochaine partie de gaming, ou demain pour Ça me rappelle une histoire. Bye bye.